Bienvenue à tout le monde à cette conférence. Le programme sera le suivant. Moi, je suis Diba Kamara. Je suis juriste de formation et en même temps chargé de communication de l'antenne FNDC France. Donc, j'aurai la lourde responsabilité et l'honneur, bien évidemment, d'animer et co-animer cette conférence avec le doyen Monenambo, Ibrahim Diallo, ainsi que vous, le public, car cette conférence, on la veut vraiment, on veut qu'elle soit un cadre d'échange entre l'écrivain et effectivement le public, la diaspora guinéenne ici massivement présente dans cette salle. Je vais commencer la conférence par vous présenter Kerno Monenambo, qui n'est plus bien évidemment à vous présenter. Et ensuite, on passera directement sur le sujet qui nous retient ici, le thème de la conférence. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, c'est entre espoir démocratique et défis politiques en Guinée. Pour la petite présentation, c'est un immense honneur, bien évidemment, pour moi, de vous présenter Kerno Monenambo, qui est une figure incontournable de la littérature africaine, un écrivain, un intellectuel, mais surtout un homme dont la plume a su porter la voix de ceux qu'on n'entend jamais, les exilés, les oubliés, les résistants de l'histoire. Monenambo, vous n'êtes pas seulement un écrivain guinéen, vous êtes une mémoire vivante, un témoin des douleurs africaines, un poète en colère qui a fait de sa plume une arme d'élégance contre la barbarie. Vous êtes né en 1947 à Poré-Daka, en Guinée, dans la région du Fouta-Djallon, où vous avez très tôt compris que l'Afrique ne s'écrit pas seulement avec des tambours, mais aussi avec des cris étouffés, des silences d'exilés et surtout la rage contenue des peuples oubliés. Lorsque le régime de Sékou Touré devient répressif, vous prenez la route de l'exil à l'âge de 20 ans. Cet exil est aussi pour vous une naissance, celle de l'écrivain. L'écrivain, vous obtiendrez donc pendant votre exil en France votre diplôme de biochimiste, mais c'est à la littérature que vous confierez vos douleurs les plus profondes. Donc votre œuvre débute en 1979 avec les Crapauds Brousse que nous avons tous ici, ainsi que des millions de jeunes Africains découverts à l'occasion des programmes scolaires. Un roman dense et ironique sur l'exil et l'étrangeté où déjà le narrateur, et comme l'auteur que vous êtes, tente de survivre dans un monde où l'Afrique se bat entre tradition et modernité, violence et nostalgie. Mais c'est avec Le Roi de Kael, paru en 2008, que vous obtiendrez le prestigieux prix Renaudot, une récompense internationale qui vous consacre. Le roman retrace la vie d'Aimé Olivier de Sanderval, un aventurier français fasciné par le Fouta-Djallon au XIXe siècle. Vous y révisitez l'histoire coloniale avec un art du pastiche et une verve inouïe, retournant la logique du dominant et du dominé. Il fallait bien que ce soit un écrivain africain qui redonne sa grandeur à cet homme blanc qui a tant aimé l'Afrique, déclariez-vous dans une de vos interviews. Vous ne cessez de dénoncer la dictature dans notre pays, ainsi que sur l'échelle du continent. Dans le terrorisme noir, paru en 2012, vous ressuscitez Adiba, un tirailleur guinéen oublié, résistant en Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une autre manière pour vous de rappeler que l'histoire de France, où nous vivons aujourd'hui, s'écrit aussi avec des mains africaines, souvent effacées des récits officiels.
Votre dernier roman est Saharienne Indigo, paru en 2022, qui explore l'errance et l'amour à travers le destin d'une jeune femme en quête de liberté entre la Mauritanie et la France. Vous avez refusé plusieurs postes ministériels en Guinée en dénonçant la compromission des intellectuels avec le pouvoir. Vous déclarez à ce sujet, un écrivain n'est pas fait pour diriger un ministère, il est là pour déranger, pour réveiller. La tragédie et très régulièrement, vous faites des tribunes, des interviews où vous dénoncez les exactions des pouvoirs populistes en Afrique. Et vous dénoncez dans une de vos récentes tribunes en disant, je cite, « La tragédie guinéenne est une cause objective. À une cause objective, pardon, une seule. On ne le répétera jamais assez, c'est la fumisterie sans égale de nos élites, qu'elles soient universitaires, militaires ou religieuses. Les premiers sont sans courage, sans dignité aucune. Les seconds ne sont que des incorrigibles froussards. Quant aux derniers, comme l'alcool leur est interdit, c'est au pot de vin qu'ils se saoulent. Et vous déclarez récemment dans RFI que les intellectuels guinéens fabriquent leurs propres bourreaux. Ils ont fabriqué Sékou Touré. Ils sont en train de fabriquer Mamadi qui les a tués. Ils sont en train de fabriquer Mamadi Doumbouya qui les tuera. C'est une éternelle malédiction, vous déclarez. Donc vous continuez aujourd'hui à secouer les dictatures en Afrique à travers votre plume et vous déclarez que vous écrirez jusqu'à votre mort. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à écouter et à découvrir Kerno Monenambo. J'espère, la biographie, elle est longue. Hein? J'ai fait juste un petit résumé de l'immense écrivain qu'il est. Donc, encore une fois, merci à tous et à tous de votre déplacement à cette conférence. On va... je laisse la parole au doyen de vous saluer, de vous souhaiter le mot de bienvenue avant, bien évidemment, de rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci à tous d'être là. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des compatriotes. Nous sommes les mêmes, pour ainsi dire. Nous sommes la même personne. Les Guinéens, pour moi, c'est une seule et même personne. Et nous sommes là, bien évidemment, pour la joie fraternelle des retrouvailles. Mais nous sommes aussi là pour parler de la seule chose qui nous préoccupe et qui nous préoccupera toute notre vie. Et peut-être même après, c'est notre pays, la Guinée, malade de sa propre histoire, malade de son propre destin. Et on n'en finira jamais. Et c'est évidemment autour de cela qu'on va parler. On ne m'avait pas proposé un thème précis avant de venir ici. On m'a juste dit rencontrer la diaspora guinéenne de Paris, c'est-à-dire les compatriotes de Paris. Donc en fait, pour moi, dans ma tête en tout cas, le débat sera libre, entièrement libre. Absolument. On va parler de tout. Nous ne sommes pas ici à l'université. Il ne s'agit pas d'un débat académique. Je n'ai rien à vous enseigner, bien évidemment. Tout le contraire, je pense que c'est certainement auprès de vous que je prendrai beaucoup que j'apprendrai beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est un débat spontané, un débat direct sur des sujets qui sont loin d'être académiques, encore une fois, qui sont des sujets de tous les jours. C'est notre vie. C'est la vie de nos enfants, surtout. C'est notre vie, peut-être même notre mort, puisque si cela continue comme ça, ce pays, pour moi, il va mourir. Si on continue, si ça n'occupe pas dès maintenant. Il y a 67 ans que cela dure. Aucun peuple au monde ne peut subir éternellement des séries de dictatures. Les peuples meurent aussi, vous savez. Hein, une nation, il n'y a rien de plus fragile qu'un pays. Les gens ne s'en rendent pas compte. Un pays est plus fragile qu'une fleur. Il suffit de rien pour qu'un pays disparaisse ou s'entre-déchire pour des siècles, voire
des millénaires. Donc il faut faire attention. Il aurait fallu que chaque catégorie sociale prenne conscience de la gravité du problème. Malheureusement, les dirigeants en Afrique, de manière générale, en Guinée en particulier, sont parfaitement inconscients. C'est des gens qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, de leur poche. C'est des abrutis au maximum. Ils n'ont aucune vision, aucune conscience, aucune affection, parce que diriger un pays, c'est d'abord et avant tout l'aimer. Quelqu'un qui n'aime pas un pays, qui n'aime pas ses compatriotes, ne peut pas diriger un pays correctement. Si Houphouët-Boigny a réussi la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il aimait la Côte d'Ivoire, il aimait les Ivoiriens. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte qu'il a servi les Ivoiriens. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, c'est des gens qui mangent correctement, qui soignent correctement, qui étudient correctement. Tout cela a été donné. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 70. Ces gens étaient pratiquement en retard par rapport à nous. Avec un baccalauréat guinéen, tu enseignais au collège en Côte d'Ivoire. Nous étions devant eux en matière d'instruction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ils ont des cadres d'un niveau tel que les Guinéens ne peuvent même pas se présenter. Il n'y a pas de match, comme on le dit en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est l'amour du pays qui le fait. J'ai longtemps vécu au Maghreb. Il y a un mois, je suis revenu à Rabat, au Maroc, mais la ville est méconnaissable. J'ai laissé un pays avec des petites routes à 2 voies, des aéroports aussi gros que des poulaillers, mais c'est des aéroports, c'est incroyable le progrès spectaculaire que le Maroc a réalisé en 2 décennies, depuis que le jeune roi est là. Un jeune roi moderne, qui est de son époque, qui comprend exactement les problèmes de son époque, parce que si on ne comprend pas son époque, on ne peut pas faire avancer un pays, c'est pas possible. Comme le disent il y a un proverbe bantou que j'adore, qui dit qu'on n'est plus fils de son époque que fils de son père. Et malheureusement, nos dirigeants, les dirigeants guinéens sont anachroniques. C'est des gens du passé. C'est comme s'ils étaient nés au XVIIe siècle. Leurs pensées sont archaïques, leurs méthodes sont archaïques. Ils n'ont rien de moderne. Et ça, c'est un gros problème. On en reparlera. Donc, il faut aimer un pays pour le servir. Ça, c'est bien évident. Et chez nous, malheureusement, il y a une chose qui caractérise les dirigeants guinéens depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est la haine. C'est tout ce qu'ils ont dans la bouche et dans le cœur. C'est la haine. Ils haïssent tout le monde. Ils ne font que crier, ils ne font que tuer. En 67 ans d'indépendance, le seul bilan en Guinée, c'est les cadavres. C'est comme s'il y avait un concours entre eux. C'est le secteur le plus puissant là-dedans, bien évidemment, mais les autres ne sont pas loin. Il n'y a pas un qui n'a pas tué. C'est incroyable. Ils sont convaincus, eux, qu'être fort, c'est taper, c'est cogner. Mais vous savez, la barbarie n'est pas une force. La méchanceté n'est pas une force. C'est même c'est le symbole même de la faiblesse, la méchanceté. C'est l'homme faible qui est méchant. Les hommes forts ne sont pas méchants. Regardez, quelle est la force de Mandela? C'est sa générosité d'âme. C'est le fait qu'il avait, c'était un homme, il avait la grandeur d'âme. Tout le monde sait que cet homme qui a subi tout ce qu'il a subi sous l'apartheid, il est sorti de là sans aucune haine pour l'homme blanc, sans aucune haine pour ses compatriotes blancs. Au contraire, il a tout fait pour les intégrer. Il y a une anecdote que je raconte qui est formidable. Il mangeait dans un restaurant et ses anciens tortionnaires étaient à côté. Il a dit, mais venez manger avec nous. Ils ont mangé ensemble. La méchanceté n'est pas une force. La haine n'est pas une force. C'est pour les petites gens, la haine. La méchanceté, c'est pour les petites gens. Les grands hommes ne haïssent pas. Jésus-Christ, Mohamed, etc., surtout marquer l'histoire humaine, ce sont des gens de générosité et de grandeur d'âme. Et chez nous, c'est des petites gens. C'est des petites gens. C'est Koutouri, Lassana, moi. Tous tels qu'ils sont, ce sont des petites gens par rapport à notre propre éducation et par rapport aux valeurs universelles. Aucune de nos ethnies, aucune de nos régions ne propose ce genre de comportement, ce genre de discours. Aucune. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas Peul, ce n'est pas Malinké, ce n'est pas Soussou, ce n'est pas Guérzé, ce n'est pas Thomas, ce n'est pas Akissi. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Ce n'est pas nous, ça. Ce n'est pas nous. Il faut retrouver, la Guinée doit retrouver ses propres valeurs et son propre parcours historique et culturel. Qu'on a perdu. On est un peuple perdu à cause de nos dirigeants. Tout cela est très vaste, et évidemment. Chacun d'entre nous a son avis là-dessus, mais en tout cas, il est grand temps, à mon avis, que nous nous retrouvions sur 1 ou 2 ou 3 idées communes
et pour essayer de redresser autant que possible assez vite ces pays à la dérive. On ne va pas raconter ce qui se passe en Guinée, tout le monde le sait. On sait très bien que la corruption atteint les sommets, des sommets himalayens, presque, et la répression est là. Tous les jours, il y a des disparitions, tous les jours, il y a des morts. Et malheureusement, la démagogie, l'opportunisme, que je dénonce très souvent de nos élites, est aujourd'hui encore plus forte qu'avant. Ce sont les marabouts, les intellectuels, tout le monde est en train de faire de la démagogie pour une poignée de riz, pour une jante de voiture, pour je ne sais pas quoi d'autre, pour célébrer des gens qui ne sont rien du tout. Les Mamadou Doumbia, c'est rien ces gens-là. D'où sortent-ils ces gens-là? Ils ne sont rien, ils ne sont même pas militaires. Mamadou Doumbia, c'est un caporal de la Légion étrangère. Caporal. Je ne mens pas, il est formé à Thiès. Caporal de l'armée de la région étrangère. On sait que tous les gens qui viennent dans la région étrangère, c'est des gens à la dérive. C'est souvent des gens, des voyous, des machins brigands qu'on rattrape, on leur donne la nationalité française, on les redresse un peu, etc. Ça commence là. Ouais, c'est cet homme-là qui va prendre en charge notre destin. Franchement, s'il vous plaît, c'est cet homme-là qui va prendre en charge le destin d'un grand pays comme la Guinée. Regardez tout autour de lui, qu'est-ce qu'il est? C'est pas des êtres humains, ça. Ils n'ont aucune valeur, ni humaine, ni militaire, ni universitaire, ni religieuse. C'est des petits opportunistes qui cherchent à manger. Ils sont prêts à sacrifier la Guinée entière pour pouvoir gagner le repas du midi. C'est ça, voilà où on en est. Et ça, il ne faut pas laisser faire ça. On a des pays voisins, très proches de nous à tout point de vue, historiquement, culturellement, tout Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Regardez comment ils fonctionnent. Quel est le grand drame de la Guinée? C'est Sékou Touré qui a fait ça. C'est que chez nous, n'importe qui peut accéder au pouvoir. C'est la chose la plus grave qui puisse arriver à un pays. Regardez tous nos villages, quelles que soient les ethnies. Les pays, nos paysans n'accepteront jamais n'importe qui comme chef du village. Jamais. Ils ne l'accepteront jamais. Mais pas n'importe qui au pouvoir. Un pays, c'est important. On ne confie pas n'importe qui. Au Sénégal, n'importe qui ne peut pas être président. Nous, n'importe qui peut être président. C'est incroyable. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vue. 67 ans, l'un des pays les mieux dotés d'Afrique de l'Ouest. À tout point de vue, nous sommes les derniers dans tous les domaines. Pour soigner un rhume, il faut aller à Dakar ou à Bamako. Même pour jouer au football, il faut emprunter un stade à Abidjan ou à Korogo. C'est quand même incroyable. 67 ans d'indépendance. Ça, c'est honteux, pas seulement pour les dirigeants, mais pour nous tous. C'est comme si on n'existait pas. C'est comme si nous n'étions plus un peuple, mais un ramassis de chenilles. Voilà, non, c'est vrai, c'est sérieux. C'est un problème qui nous concerne tous. Personne au monde ne peut nous prendre au sérieux comme ça. Personne. Tout le monde se fout de notre gueule. Un Sénégal me disait dernièrement, mais au Sénégal, il y a 4 500 000 Guinéens. En Guinée, il y a 6 000 Sénégalais. Ils n'ont rien à faire chez nous. Qui va venir en Guinée? Pour faire quoi? Et ça, c'est notre faute à nous tous. Les responsabilités sont hiérarchisées, bien évidemment. Les premiers responsables, c'est les dirigeants. Sékou Touré, les principaux responsables de cette catastrophe. Là, ça a compté là-dedans. Dadis Camara, Sékou Bakonate, Alpha Condé, maintenant Mamadou, ils sont tous responsables. Après, maintenant, la léthargie de nos élites, en deuxième responsabilité, bien évidemment. Mais en tout cas, le peuple, lui, n'est pas responsable des victimes. Mais les élites sont responsables de la catastrophe guinéenne. Il faut qu'on reprenne conscience, qu'on se dise une chose, à mon avis, que les Guinéens n'ont pas encore comprise, c'est que ce qu'on appelle la démocratie, on parle d'espoir de la démocratie, ce n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne comme ça, c'est pas une générosité. Si dès le début, vous avez créé des contre-pouvoirs contre le régime Sékou Touré, on n'en serait pas là aujourd'hui. Les intellectuels se sont tus, ils ont ouvert le boulevard à Sékou Touré, des grands démagogues qui est venu, il a pris tous les pouvoirs. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Il faut des contre-pouvoirs. Il faut des limites. Tout pouvoir qui n'a pas de limite devient une folie. Il faut bien savoir une chose, que tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance. Il n'y a pas d'homme généreux au pouvoir, ça n'existe pas. Tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance. Il devient un animal. Le pouvoir, ça rend fou, c'est de la drogue. Si vous ne mettez pas de limites, vous êtes mort. Et les Guinéens n'ont pas que des limites au pouvoir. C'est pour ça qu'ils meurent.
On va continuer à mourir pire que ça encore, vous allez voir. Parce qu'ils sont devenus une méthode. Ils sont d'abord convaincus d'une chose, c'est que les Guinéens, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Nous sommes tellement passifs, tellement lâches, tellement... Notre comportement depuis l'indépendance est tellement terrible que les dirigeants sont convaincus qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Mais justement, puisqu'il s'agit d'un échange et que vous parliez de contre-pouvoir, nous sommes dans un pays aujourd'hui où ceux qui s'opposent au pouvoir, justement, n'ont pas... Il y a une disproportion entre ceux qui s'opposent au pouvoir et les moyens du pouvoir. Ceux qui s'opposent font l'objet de disparitions, d'emprisonnements. On est dans un pays où il n'y a plus de liberté médiatique et où un média national que le grand public regarde éduque les gens à la propagande, où l'éducation est en faillite, où effectivement il n'y a pas de forte personnalité qui puisse conscientiser plusieurs, en tout cas il y en a, mais pas suffisamment. Comment dans ces contextes on peut vraiment construire ou insuffler un avenir démocratique en Guinée? Encore une fois, en instituant des contre-pouvoirs. Cela se fait évidemment dans la durée, puisque nous sommes, le bilan de notre vie politique il est catastrophique, nous sommes dans le gouffre le plus total. Mais il faut sortir de ce gouffre par la lutte, par la persévérance. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut lutter. Il faut, quelle que soit la répression que nous rencontrons, nous devons continuer à lutter. Il faut cet esprit de sacrifice-là. Il faut réussir, quel que soit le prix à payer, il faut réussir à créer des contre-pouvoirs en Guinée. Faire en sorte que n'importe qui n'ait pas tous les pouvoirs en main. Qu'il y ait toujours, quelque part, des contre-pouvoirs. Qu'on puisse dire au chef, non, tu t'arrêtes là, ne dépasse pas ici. Ce n'est pas possible. Ton pouvoir s'arrête là. Chez nous, celui qui arrive au pouvoir, il prend tout. Regardez, la Guinée est le seul pays, l'un des rares en Afrique en général, c'est comme ça, mais c'est un peu moins grave que chez nous. Vous savez qu'en Guinée, il n'y a même pas un corps diplomatique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un corps de magistrats au centre du terme. Il n'y a pas un vrai état-major. C'est que celui qui est président, il nomme qui il veut au poste qu'il veut. Normalement, dans un pays normal, il va y avoir des ambassadeurs de profession, des ambassadeurs de métier, des diplomates de métier, qu'on peut sanctionner par mutation ou autre. Mais ce n'est pas au président de nommer les ambassadeurs. Ils existent, c'est leur fonction, c'est leur métier en quelque sorte. À la limite, on peut réserver au président de la République 5-10% de postes politiques. C'est comme ça se fait en France ici. Mais il y a des ambassadeurs professionnels. Au Sénégal, il y a des ambassadeurs professionnels. C'est des diplomates de carrière qui sont là, c'est leur métier. C'est là-dedans que tu vas choisir ton ambassadeur à Paris, à Washington, etc., etc. Mais chez nous, c'est lui qui nomme tout, qui il veut. Et souvent, c'est le cousin ou le frère. C'est ça, c'est terrible. Il n'y a pas d'État chez nous. L'État, c'est la personne qui est au pouvoir. C'est ça le problème de la Guinée. Il n'y a pas d'État. L'homme qui arrive au pouvoir, il a tous les pouvoirs. Il désigne qui il veut. Il y a une anecdote, mais une fois j'étais à l'abbé, on était à Ville avec William Sassi, on était dans une conférence littéraire. Et il y a une fille qui rencontre un de nos collègues, un poète local. Il dit, ah, mon cousin, félicitations. J'ai appris que le président t'a nommé poète. Oui, c'est vrai. Pour le Guinéen, tout ce que tu es, c'est le président qui te nomme. Le président est un dieu. Même le bon Dieu n'a pas autant de pouvoir que le président guinéen. Et tout se dit à quoi? À notre lâcheté, à la démission des élites. Il a tous les pouvoirs. Mais c'est grave, ça. Il nomme commissaire de police qu'il veut, chef d'état-major qu'il veut, ambassadeur qu'il veut, magistrat qu'il veut. Et ça, c'est des corps de métier, ce sont des corps de métier appartenant à l'État. Ce sont eux qui structurent l'État. C'est les appareils de l'État, ça. Si on politise tout ça, c'est fini. Au Sénégal, il y a des ambassadeurs professionnels, etc. Voilà, bon. Je n'ai pas à monopoliser la parole. Okay. Non, mais merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même. On va poursuivre les débats et donc on a la présence du député de la France Insoumise, M. Aurélien Saint-Toul, qui vient d'arriver parmi nous.
qui tenait absolument à rencontrer Thierno Moné Nambo et échanger avec lui. Donc, bienvenue, monsieur le député. Et Ibrahim Diallo, effectivement, à qui on va désormais passer la parole. Qu'est-ce que tu souhaites dire ce matin à cette diaspora guinéenne qui est présente massivement dans cette salle? Bon, c'est le débat entre Thierno et la diaspora. C'est ça, oui. On prend du plaisir. Et merci beaucoup, Djiba. Merci à tous et à toutes. Il est très difficile de prendre la parole à la suite du doyen Thierno Moné Nambo, parce que quand Thierno Moné Nambo parle, il parle pour nous d'abord, mais aussi pour la future génération. Ces paroles résonnent comme un espoir. À le voir toujours engagé, déterminé à son âge et animé par un sens du patriotisme sans égal, il chérit la Guinée qu'il aime tant. Donc, pour nous, de cette génération, je pense que c'est une leçon d'engagement pour nous. Parce que Thierno est âgé. Son parcours a toujours été marqué par un engagement citoyen. C'est un écrivain. Mais pas que ça. C'est un écrivain engagé. Il est engagé pour son pays. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est avant la naissance de plusieurs personnes dans cette salle. Et toujours, il continue. L'un des rares intellectuels en Guinée encore qui s'exprime par la plume, qui dit ce qu'il pense, qui dénonce quand il faut. Il n'a peur d'absolument rien. Donc, mais il y a un paradoxe dans notre pays, c'est que il est triste de constater que certains de nos compatriotes jeunes, pleins d'énergie, restent inertes face à la situation de notre pays. Alors qu'il y a une personne très âgée, comme Thierno Moné Nambo, qui est toujours sur ses pieds, qui continue toujours à se battre pour le progrès de notre pays, pour le respect des droits de l'homme, pour la démocratie dans notre pays. Je pense qu'il est temps que nous, de cette génération, qu'on puisse se réveiller et donner un sens au combat que mène Thierno Moné Nambo à son âge. Normalement, il devait se reposer maintenant. Il y a ses amis de sa génération, beaucoup sont à la retraite, ne parlent plus. Il y a des écrivains de sa génération qui vivent encore, mais qui n'écrivent plus, qui ne dénoncent plus, qui ne font absolument rien. Ils sont à la retraite. C'est bien, ils ont apporté quelque chose à un moment donné. Mais Thierno n'a pas démissionné, il est toujours là, il est en train de se battre pour son pays. Et je pense que c'est très bien que nous, qu'on décide de le célébrer de son vivant, pas à titre posthume. Et on lui souhaite longue vie encore et encore, qu'il reste toujours de notre côté et qu'il continue de nous coacher et de nous orienter et de nous inspirer toujours. Aujourd'hui, notre pays a besoin de nous, a besoin de notre engagement. Vous avez vu ce qui se passe chez nous avec la junte militaire au pouvoir. Sur le plan, il a parlé de la corruption tout à l'heure. Sur le plan économique, l'argent des citoyens guinéens, y compris ceux de la diaspora que vous êtes, qui rentrent en Guinée dans les caisses de l'État à 4 destinations en ce moment. La première destination, c'est l'enrichissement personnel des membres de la junte et leurs supplétifs. La deuxième destination, c'est l'achat des armes et d'autres matériels de répression pour réprimer les voix dissonantes, ceux qui s'opposent à la junte, ceux qui sont en train de mener le combat pour des valeurs, pour sortir la Guinée de cette situation. Nous avons, en titre d'exemple, nos propres amis, Fonike et Bilo, qui sont victimes de disparitions forcées. Demain, ça fera 11 mois depuis qu'ils sont victimes de disparitions forcées. Parce que tout simplement,
on a dit à la junte, écoutez, c'est une transition, une situation exceptionnelle. Il faut le consensus pour guider la transition. Organisons un dialogue. Entendons-nous sur le processus électoral. Allons aux élections pour le retour des civils au pouvoir, parce que c'était cela l'engagement pris par Doumbouya dès le 5 septembre 2021. Mais à cause de ça, on les a fait disparaître. Il n'y a pas que, il y a d'autres qu'on a assassinés. On est à plus de 68 personnes assassinées depuis l'arrivée de Doumbouya au pouvoir. Donc la troisième destination de l'argent du contribuable guinéen, c'est l'achat des consciences. Aujourd'hui, on est en train d'acheter, de recruter dans toutes les couches sociales de la Guinée. Les imams ne sont pas épargnés, des jeunes, des adultes. Partout, on distribue des véhicules comme des bonbons aux gens. On donne de l'argent aux gens pour pouvoir acheter leur conscience et les amener à s'aligner derrière la junte. La quatrième et la dernière destination de notre argent, c'est l'organisation des cérémonies de propagande. Aujourd'hui, toute l'administration est à l'intérieur du pays, dans toutes les préfectures, à coût de milliards pour organiser des cérémonies de propagande pour faire la promotion de la candidature de Mamadi Doumbouya. Alors que nous n'avons pas de route, j'ai suivi l'actualité, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'accidents pour nos concitoyens qui se rendaient à l'intérieur dans les villages pour aller fêter l'Aïd. Donc il y a eu beaucoup d'accidents parce qu'on n'a pas de route. L'argent qui devait servir à la construction et à l'entretien de ces routes-là, cet argent est utilisé pour ces 4 destinations dont je viens de vous exposer. Donc, il est de notre responsabilité de nous engager aujourd'hui pour sauver notre pays, parce que la Guinée nous appartient à nous tous. La Guinée nous appartient à nous tous, encore une fois. Donc, nous devons prendre notre responsabilité, nous devons nous engager, nous devons sauver notre Guinée pour que la paix, la stabilité et la quiétude sociale puissent régner dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ibrahim. On va à présent donner la parole à notre cher camarade député de la France Insoumise, M. Aurélien Saint-Toul, qui va vous adresser ces mots de bienvenue, d'amitié avec effectivement la lutte que nous faisons. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour Moné Nambo. Lors de la dernière conférence, la dédicace, il a effectivement fait savoir qu'il fera tout pour être là, parce qu'il a beaucoup d'admiration pour vous. On sait ô combien les écrivains, la littérature a été aussi importante dans l'éveil de conscience et surtout l'instauration de la démocratie en France. Vous êtes littéraire vous-même, vous êtes prof de français. Oui. Donc je vous laisse la parole. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Merci beaucoup évidemment à votre invité d'honneur, Tierno Moné Nambo, d'être présent aujourd'hui. Je tenais beaucoup à être présent avec vous aujourd'hui, comme je l'ai été dans les rassemblements précédents, pour vous dire toujours le même message, que vous avez en France des soutiens, des amis au sein de la France insoumise qui vous accompagneront dans ce combat que vous menez, parce qu'il est juste, et que notre part du travail, elle n'est pas évidemment de se substituer en aucune manière à vous. Nous le savons, vous avez tous les droits et toutes les obligations dans la matière. Vous devez reprendre le contrôle de votre destinée, de votre pays. Et ça vous appartient entièrement. En revanche, en tant que Français et en tant qu'élus de la République française, nous avons, nous, une obligation ardente, particulière, qui est de ne jamais laisser banaliser le genre de relation que nous voulons avoir avec la Guinée et surtout de ne jamais laisser banaliser la complaisance de notre propre gouvernement à l'égard de Mamadi Doumbouya et de sa junte. C'est ce que nous nous employons à faire au sein de la Commission des Affaires étrangères, au sein de la Commission de la Défense, dans nos relations à chaque fois, que ce soit avec
le ministère des Affaires étrangères, que ce soit avec les officiers éventuellement qu'on peut avoir à rencontrer de l'armée française ou des armées françaises. Et récemment encore, j'ai rencontré un colonel de l'armée française qui traite particulièrement des relations de l'armée française avec les différents États africains. Et je l'ai abordé sereinement, tranquillement, en lui disant: que fait-on réellement en Guinée ? Est-ce qu'il y a des détachements de soldats français, et avec quel statut, et pour répondre à quelles demandes et à quels besoins ? Et est-ce qu'on a des documents officiels ? Parce que on ne peut pas dire que des soldats français pourraient arriver dans un pays sans qu'on nous ait fait une demande en bonne et due forme. D'abord pour la sécurité de nos propres forces, nos propres soldats, on n'opère pas comme ça n'importe comment. Et puis parce qu'il faut qu'il y ait de la transparence en la matière, que si nous avons des soldats qui interviennent dans un pays, il faut que ce soit pour des raisons d'amitié très claires, et que ce soit avec la légitimité d'un suffrage démocratique, que les élus qui revendiquent ou qui demandent à la France une forme d'aide, qu'elle soit militaire ou autre, eh bien, puissent s'en rougir, le dire à leur propre population, qu'il n'y a pas dans cette affaire-là une quelconque embrouille ou magouille. Tout ça peut se faire de façon transparente. Il n'est pas exclu d'avoir des relations de partenariat avec des États africains. Au contraire, l'amitié en général commande ce genre de relations, et on a des relations d'amitié en Europe, on a des déplacements de soldats qui font des exercices en commun, etc. Mais tout ça n'est possible et ne s'entend que dans l'égalité, la transparence et la légitimité démocratique. Ça ne peut pas se faire au nom d'une forme de copinage, au nom d'une quelconque proximité ou d'un affairisme qui ne dirait pas son nom, parce qu'on défendrait de prétendus intérêts inavouables. Et ça, nous n'en voulons à aucun prix. Donc ce colonel m'a donné la réponse qu'il croyait devoir me donner à moi, parlementaire. Mais nous le faisons à l'égard en particulier des membres du gouvernement, que ce soit le ministre des Armées, bientôt il sera auditionné à nouveau par la Commission de la Défense. J'ignore si j'aurai le temps matériel de lui poser la question, mais en tout cas, j'en ai bien l'intention, ou en tout cas, si je n'y suis pas présent, ce sera un de mes collègues qui lèvera ce sujet-là. Donc voilà, c'est cette part de notre travail d'amitié quand on peut, ici en France, venir à votre rencontre, à votre écoute, partager ces moments qui sont importants. Aujourd'hui, vous êtes encore nombreux. Je vois bien qu'à chaque initiative, vous êtes nombreux, et pas toujours les mêmes. Donc, c'est signe que le message continue à se diffuser dans la diaspora guinéenne, en France, en Belgique aussi. Je sais que beaucoup de camarades sont présents là-bas. Et moi, je fais aussi cette part de travail, je dirais presque en interne, au sein de la France Insoumise, pour sensibiliser et dire qu'il y a un combat à porter, que les Insoumis doivent être de cœur avec vous. Ils le sont. Quand ils connaissent cette cause, j'essaye de la rendre la plus chère possible parmi mes camarades militants insoumis. Et voilà, nous marchons de concert. Chacun fait sa part du travail, et je crois que ça finira par déboucher. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en France, je crois, qui peut assumer comme si c'était une évidence, d'avoir un partenariat fort avec le régime de M. Doumbouya. Au contraire, ceux qui prennent encore éventuellement ce genre de décision préfèrent le faire en catimini et ne sont pas prêts à l'assumer. Ils rougiraient de devoir le dire publiquement. Je crois que ce n'est pas une petite victoire, en tout cas c'est déjà une victoire de les obliger à regarder leurs chaussures quand on arrive à évoquer ce sujet-là. On l'a fait quand la Guinée de Doumbouya a été réintégrée au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. On a dit mais pourquoi, mais comment ? Et bien sûr, dans l'exécutif français aujourd'hui, on n'est pas très empressé pour répondre à toutes les questions que cela soulève. Nous tâchons à chaque fois que c'est possible de leur donner, de les mettre dans l'obligation de répondre et d'assumer leur responsabilité. La responsabilité, c'est bien le devoir de répondre. Eh bien, ils doivent répondre de leurs actes. Pourquoi ils décident de continuer ce partenariat, voire de l'approfondir, alors que aucun des engagements pris par la junte, le régime de transition, n'a été tenu. Et évidemment, je le dis à chaque fois, moi, cette affaire guinéenne m'est tombée sur les genoux.
je ne me suis pas toujours intéressé à la Guinée. Je ne connais pas la Guinée, je ne me suis pas rendu en Guinée. Donc je ne suis pas là pour dire aux uns et aux autres ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui heurtent suffisamment ma conscience pour que je n'ai pas besoin d'en savoir davantage pour m'engager. La réalité est que j'ai rencontré Fonike Mengue à plusieurs reprises dans ses déplacements à Paris, à l'époque où j'étais assistant parlementaire, puis quand je suis devenu député. Eh bien, je considère que c'est mon devoir d'être humain, de marquer et de faire tout ce que je peux pour que Fonike et Bilo puissent rentrer à la maison parce qu'on ne peut pas les soustraire à l'affection de leur famille plus longtemps. Ça fait 11 mois, dans un mois ça fera 1 an. Évidemment, je ne laisserai pas passer cette date sans rappeler à tout le monde et sans être la mauvaise conscience du gouvernement français, du président de la République française, en leur disant « je sais bien que vous avez une part de responsabilité dans ce qui s'est produit et dans ce qui se produit en ce moment en Guinée, parce que vous n'avez pas à renverser Doumbouya. Jamais personne ne dira ce genre de choses. Et que ce soit bien clair, c'est aux Guinéens de se débarrasser de cette junte et ils le feront bien dans les formes qu'ils entendront le faire. Mais nous n'avons pas, nous, à apporter une quelconque forme d'aide ou de caution à un régime qui a dépassé toutes les bornes et qui a porté atteinte à la vie, à l'intégrité des résistants, des personnes qui leur opposaient leur résistance morale, leur conscience, jamais dans les formes violentes, soit dit en passant, et qui ont décidé que la démocratie, en réalité, n'était qu'un prétexte pour organiser leur coup d'État il y a quelques années, mais qui aujourd'hui s'asseye volontiers sur tous les principes qu'ils revendiquaient il y a encore quelques années. Voilà. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous continuons ce chemin ensemble et jusqu'au bout. Et j'espère qu'évidemment, ça se soldera bientôt par votre victoire, par la victoire du camp démocratique. Après, à charge pour chacun d'entre vous de faire valoir les désaccords que vous pourriez avoir sur les priorités à donner dans le domaine de l'économie, de l'éducation, que le vrai débat démocratique puisse naître dans des formes respectueuses, pacifiques. Mais d'ores et déjà, la question qui se pose, c'est celle de la démocratie elle-même. Et pour ça, vous pouvez compter sur notre plein soutien. Voilà, en toute amitié. Merci, cher camarade. Vous me permettez de faire effectivement la transition et vous demander, parce qu'en Guinée, ce dont on a toujours rêvé, c'est d'avoir un débat apaisé, démocratique. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a des activistes, Fonike Mengue, Biloba, Habib Marwan qui est journaliste, qui font l'objet des kidnappings, de disparitions forcées. Il y a Aliouba qui a été récemment condamné pour effectivement offense au chef de l'État. Vous dénonciez d'ailleurs cette condamnation parce qu'un chef d'État, il n'y en a pas un pour l'instant en Guinée, c'est ce que vous disiez. Comment est-ce qu'on peut arriver à apaiser le débat politique en Guinée? Vous qui avez été témoin de tous les régimes qui se sont succédés en Guinée, est-ce qu'on a atteint un tel niveau de violence politique dans l'histoire politique de notre pays? Alors, avant de vous répondre, j'aimerais dire merci à notre ami député et merci à la France Insoumise, puisque depuis le début, vous avez tout été du côté des démocrates guinéens. C'est constant, c'est sans faille. À un tel point que j'avais écrit une fois une chronique dans Le Point disant Mélenchon, l'ami des Guinéens. Et ça, c'est vrai. Merci infiniment. Alors, le débat apaisé, il est nécessaire, il est souhaitable. Il n'y a rien de mieux pour favoriser d'abord l'évolution de la démocratie, rien de mieux même pour favoriser le climat économique. C'est une société apaisée qui peut songer au développement économique réel en cas de conflit politique ou en cas de conflit meurtrier. Il n'y a pas de développement économique. C'est important. Mais comment trouver l'apaisement? Puisque l'apaisement, la violence ne vient pas des forces démocratiques. Elle ne vient pas du peuple. Notre ami député a rappelé que tout ce qui ont lutté en Guinée l'ont fait de façon pacifique. Les Fonike Mengue, les Biloba n'ont jamais sorti d'armes, ils n'ont jamais posé de bombes. C'est par des arguments idéologiques qu'ils ont lutté. Ce n'est pas par des armes. Donc là, le côté pacifique de la chose, le côté violent ne vient pas du peuple, il ne vient pas des forces démocratiques, il vient de l'État.
Parce que l'État guinéen, il est barbare depuis l'indépendance. C'est un État violent. Un État qui ne trouve sa raison d'être que dans la violence. C'est son seul argument, c'est tout ce qu'il sait faire. D'abord, vous savez, c'est des États tellement fragiles, en vérité, ils ont peur. Donc, tout le temps, il faut qu'ils répriment, sinon ils risquent de tomber. Regardez un peu, vous avez vu cette vidéo montrant Amadou Doumbia aller à la prière? Vous avez vu ça? Vous avez vu le nombre de militaires autour de lui pour aller à la mosquée? Ça, c'est une force, ça? C'est une faiblesse, c'est un homme qui a peur. Vous avez vu l'armée qu'il a prise pour aller faire la fête à Cancan? Vous avez vu? Mais ça, c'est la faiblesse. C'est un signe de... Les hommes d'État puissants ne sortent pas avec une armée. Ils sont institués, ils savent bien qu'on ne peut pas lutter comme ça. Donc, vous voyez, la répression est un instinct chez nos dirigeants, depuis l'indépendance. Ce n'est pas la répression que ces gens se sont maintenus au pouvoir. La répression et la corruption. C'est tout ce qu'ils ont comme argument. Ils n'ont pas d'autres arguments. Et ça, c'est encore une fois la persévérance dans la lutte qui peut changer le rapport de force. Faire en sorte que, décidément, l'argument politique des forces démocratiques puisse compter dorénavant autant au moins que les forces militaires en face. L'apaisement, ça se conquiert aussi. Ce n'est pas la lutte qu'on l'aura. Il ne veut pas nous le donner. C'est le rapport de force qui va créer cet apaisement, qui va créer le débat démocratique. Encore une fois, la lutte, toujours la lutte. Effectivement, on va passer la parole au public, mais juste par rapport à la cohérence et la persévérance. On sait que vous êtes un modèle de cohérence et de persévérance, ce qui manque cruellement aux forces démocratiques parfois, qui changent de veste à tour de rôle, ce qui crée une certaine déception au sein de la population guinéenne, il ne faut pas se mentir. Comment on arrive à être aussi constant sur la durée, aussi cohérent? Quel est votre secret justement? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à la diaspora ici par rapport à l'état d'esprit qu'on peut avoir pour être aussi constant dans sa vie? À mon avis, la première chose qu'il faut avoir, c'est la conviction. Il faut être convaincu de ses idées. Il faut être convaincu. Lorsque vous êtes convaincu d'une chose, luttez pour cette chose-là jusqu'à la fin de votre vie, c'est évident. Moi, je suis convaincu d'un certain nombre d'idées, mais je dirais même d'idéaux, parce que vous savez, moi, je suis de la toute première génération des indépendants. J'avais 11 ans au moment où l'Afrique est devenue indépendante. Il y a des idéaux qui me sont chers. La notion de panafricanisme est une notion qui m'est extrêmement chère. Parce que je suis convaincu que ça, le panafricanisme, on disparaîtra tous. C'est l'unité africaine qui nous sauvera. Ce n'est pas une coquetterie intellectuelle, c'est une nécessité vitale. Nkrumah l'a dit, mais il faut le répéter. Ça ne suffit pas. La parole de Nkrumah ne suffira pas. En plus, je crois aussi à la démocratie. Moi, je suis convaincu que c'est les putschs et les dictatures ne sont pas des facteurs qui favorisent et la cohésion sociale et le développement économique. Je crois à la démocratie, je crois au panafricanisme, je crois à l'unité nationale. Elle est indispensable, d'autant qu'elle est faite par l'histoire. Ce sont les fumisteries politiques qui nous amènent les bisbilles ethniques qu'on observe ici et là. Toute l'Afrique de l'Ouest peut vivre tranquillement, sans aucun problème. Le cas a été prouvé en Côte d'Ivoire. Je le répète souvent, je donne souvent deux exemples quand on parle de guerre ethnique en Afrique. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, que le tribalisme et l'intégrisme religieux ne sont pas des causes structurelles, ce sont les conséquences de la malgouvernance. Je donne un exemple simple. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. Toutes les ethnies d'Afrique de l'Ouest étaient en Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas fait une guerre ethnique. Elles ont fait la meilleure économie d'Afrique de l'Ouest. La meilleure. Il n'y a jamais une guerre ethnique en Côte d'Ivoire au temps d'Houphouët-Boigny. Ils ont fait la meilleure économie d'Afrique de l'Ouest. Tout le monde était là. Yoruba, Peul, Mandingue, Wolof, Serer, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire en plus, les Ashanti, etc. Tout le monde était là. De l'autre côté, vous avez la Somalie, dans la Corne de l'Afrique. Ethniquement, ils sont 100% Somalis. Religieusement, ils sont 100% musulmans. Linguistiquement, ils parlent 100% Somalie. Il y a 5 Somalis aujourd'hui, à cause des conneries de leurs dirigeants. Quand le dirigeant est mauvais, tout est mauvais. Quand le père de famille est mauvais, la mère et le fils se déchirent. C'est normal. C'est ça le problème. Il nous faut avoir de bons dirigeants et des dirigeants que nous choisissons nous-mêmes. Le grand problème, le défi de l'Afrique, c'est celui-là. C'est de choisir ses dirigeants.
Nous ne serons pas indépendants tant que ce sont les autres qui choisiront nos dirigeants. Il faut enfin que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants. Pas les Français, pas les Américains, pas les Russes, pas les Chinois, mais nous-mêmes. Que nous mettons qui nous voulons au pouvoir. Ça, la démocratie, ça, la liberté. Commençons par ça. Le jour où nous aurons ça, et en plus, que nous le chassions du pouvoir quand nous le voulons. C'est très important, ça. C'est le peuple qui met quelqu'un au pouvoir. Le jour où nous voulons, c'est pas bon, allez, dors. Coup de pied au cul, dors. Voilà. Alors, puisque c'est une discussion effectivement qu'on a voulu avec la diaspora, donc on va créer une interaction entre vous et le public. On passera la parole à tour de rôle. Mais avant, il y a des responsables politiques qui sont présents parmi nous ici, des forces vives donc, qui sont là. Nous avons le responsable, le fédéral de l'UFDG France, à la personne de El Hadj, qui est parmi nous, qu'on peut applaudir, je pense. Il y a le coordinateur FNDC Belgique qui a effectué les déplacements, qui est effectivement parmi nous également. Je ne sais pas s'il est... il est là. Il y a le fédéral IFDG Belgique également qui est parmi nous. Monsieur Bamfé. Et donc, je ne sais pas si vous souhaitez réagir et là, avant de passer la parole au public, ou vous interviendrez plus tard. C'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, on m'a remonté des noms des participants qui voudraient poser des questions au doyen. J'ai Diané Talibé. Diané Talibé. Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à M. Monenembo et merci à lui pour ses déplacements. Et Guiba a tout de suite présenté Thierno Monenembo de façon très concise et on ne peut pas rajouter plus pour l'occasion. Et moi j'ajouterais malheureusement que, je ne sais pas si je me fais entendre, ouais, je disais, Guiba vous a présenté tout à l'heure et de façon très concise. Et j'ajouterais que malheureusement, en Guinée, vos différentes interventions médiatiques ne sont pas traitées à la hauteur de leur profondeur. C'est-à-dire là, il y a le volet politique souvent qu'on vous entend, mais les gens ne font pas attention à des volets sociétals que vous traitez aussi. Tous vos articles, un exemple typique, c'est le cas de Namfa, l'imam qui fait prier. Vous êtes revenu dessus. C'est dommage que les intellectuels guinéens, vos pères intellectuels et écrivains, ne s'accaparent pas de ces débats que vous lancez et qui va nous permettre, nous, la jeunesse guinéenne, de s'approprier, d'avancer, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, mais d'amener les mêmes réflexions. Je voulais quand même remercier, qu'on aime vos écrits, qu'on n'aime pas vos écrits. Il a dit, vous êtes le seul à animer cet espace intellectuel et avec des analyses profondes. Et aujourd'hui, vis-à-vis de vous, je vous dis merci encore. Et voilà. N'empêche qu'effectivement, moi j'ai des questions à vous poser. Effectivement, je suis un de vos lecteurs et depuis au lycée, je vous suis toujours. Et ma première question, voilà. Et vos interventions n'ont pas suscité toute l'attention qu'elles méritaient de la part de vos pairs, comme je l'ai dit. À titre d'illustration, votre dernière sortie sur les vernis d'intelligentsia guinéenne, Guiba est revenu sur une partie de ces tests tout à l'heure, qui n'a pas non plus reçu l'attention qu'elle aurait méritée. La même réflexion, dans le même sens, a été reprise tout récemment par Thibou Camara, avec son titre « Nous sommes tous coupables ». Malheureusement, ce titre aussi, cette sortie aussi a été traitée, je vais dire au premier degré, voilà, mais qui pour moi, à la lecture faite, je me dis, bon, vous parlez un peu de la même chose, mais bon, voilà. J'aimerais que vous reveniez sur ça pour nous développer ça un peu plus. Ce que vous voulez dire par là, c'est vernis d'intelligentsia guinéenne. Voilà, ça c'était ma première question. Ma deuxième question, et toujours en tant que lecteur depuis mon temps de lycée, je l'ai dit, et j'ai eu du mal à saisir votre soutien à ces coups d'État. Et à ces coups d'État, parce qu'il a dit votre cohérence. J'ai visualisé des vidéos, vous dénoncez déjà, vous décrivez le système de la Guinée. Je n'étais pas encore né devant la télé française. Je n'étais pas encore né. Cette cohérence, vous comprenez que j'étais tout à fait surpris
de la part d'un politicien, pour moi, ce n'est pas une surprise quand il supporte un coup d'État, mais de la part d'un intellectuel de ce niveau, j'étais surpris de votre position, d'autant plus que moi, à mon niveau, toutes les statistiques de coups d'État en Afrique, notamment dans la sous-région, étaient contre votre position. Au-delà, même encore dans le cas spécifique guinéen, l'évolution récente de l'armée guinéenne était contre votre position. Au-delà, celui qui a fait le coup d'État, son appartenance ethnique, là, je sais que vous n'avez pas de problème avec ça, je n'ai pas de problème avec ça, je suis malinqué ici, ça dérange certains. Son appartenance ethnique présageait une confiscation du pouvoir. Je n'ai pas compris, je suis tombé de mes nues que Thierno Monenembo, de façon caricaturale, a applaudi ce coup d'État. J'aimerais quand même que j'ai lu, vous êtes revenu dessus, hein, je vous suis, et vous avez dit que vous vous êtes trompé. Voilà. Et pour être aussi transparent, je suis dans un parti politique qui a aussi effectivement apporté, l'UFDG pour ne pas le citer, qui a aussi apporté son soutien à ce coup d'État, dont moi personnellement je n'étais pas d'accord. Mais je peux être clément envers moi, mon président, en tant que politicien, envers un intellectuel de votre acabit, j'ai du mal à saisir ça. Merci pour cette question. Alors, j'aimerais, vous savez que la mémoire travaille à rebours, j'aimerais commencer par la deuxième question. Je réponds d'abord à la deuxième question. Merci. Effectivement, beaucoup de gens m'ont posé ces questions. Pourquoi avez-vous soutenu ce régime? Je précise tout de même que mon soutien a été très bref. Et mon soutien aussi a été très conditionnel. Je le mettais en garde. Je mettais en garde tout le monde, et la population, et Mamadi Doumbouya lui-même. J'ai dit, mais attention, si vous commettez les erreurs de vos prédécesseurs, vous finirez pire qu'eux. Je l'ai dit, c'est dans le même texte. J'étais content qu'on change, qu'Alpha Condé tombe, parce qu'Alpha Condé avait complètement, de côté, il avait piétiné, il avait chiffonné la constitution guinéenne. Il avait fait ce coup d'État institutionnel qu'on appelle le troisième mandat. Le troisième mandat était un coup d'État. Un coup d'État fait pas de la plume, peut-être, mais c'est aussi un coup d'État. Et c'est curieux, c'est tragique de voir des démocrates qui ont combattu, qui ont lutté contre des dictatures, arrivent au pouvoir, faire exactement ce que leurs prédécesseurs ont fait, ce qu'ils ont combattu ont fait. Et le troisième mandat, c'est horrible, c'est une aberration. Et sans ce troisième mandat, il n'y aurait certainement pas eu de coup d'État. Donc, forcément, j'étais obligé d'applaudir, en tout cas, la chute d'Alpha Condé. J'étais beaucoup plus content de la chute d'Alpha Condé que de l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, bien évidemment. Mais vous n'avez pas été le seul à me le reprocher. Mes amis maliens, vous savez, les Maliens ont une grande expérience des coups d'État. Ils sont toujours opposés aux coups d'État. Ils ont lutté. J'ai beaucoup d'amis au Mali qui m'ont tous écrit, ils disent, mais tu es devenu fou, quoi. Comment peux-tu soutenir, comme un homme comme toi, peux-tu soutenir un régime militaire? Effectivement, mais ce soutien a été très bref. C'était plutôt sous le coup de l'émotion, en quelque sorte. Mais je sais que dans le fond, un coup d'État en Afrique, c'est pas par là qu'il faut aller. Le bilan de nos coups d'État depuis les indépendances, il est catastrophique. Les militaires au pouvoir, c'est une catastrophe. Et Mamadi Doumbouya nous en donne 10 millions de fois la preuve. Donc, oui, je regrette de l'avoir fait. Maintenant, la première question, pourquoi ce titre, cette vermine d'intelligentsia guinéenne? Pourquoi ça? Parce que d'abord, j'aime provoquer, moi j'aime choquer. Je pense que l'écrivain choque. Il faut choquer les consciences dormantes. J'ai l'impression que les intellectuels guinéens sont des endormis, c'est des gens qui dorment, c'est des gens qui procèdent de la bonne conscience. C'est des gens qui culpabilisent toujours les autres, qui ne se remettent jamais en cause eux-mêmes. Et quand je dis, soyons clairs, quand je dis cette vermine d'intelligentsia guinéenne, je ne m'en exclus pas moi-même. J'en fais partie. Je suis, c'est vrai, moi aussi une vermine, mais une vermine qui souffre de mauvaise conscience. Voilà, c'est un peu ça la simple différence. Je voulais vraiment réveiller. Malheureusement, il n'y a pas eu de réaction. Moi, je n'ai pas vu les intellectuels réagir. Un seul m'a dit, mais c'est inqualifiable sur les élites. C'est le seul qui a posé cette question. Personne n'a réagi comme si ça ne les concernait pas.
Et pourtant, je voulais qu'ils réagissent, qu'ils me disent non, tu as tort complètement, ou alors oui, tu as raison, il faudrait qu'on fasse autrement les choses. C'est pour réveiller justement ces intellectuels guinéens qui, depuis les indépendants, dorment. Ou ils ont agi soit par naïveté, ça c'est le cas de Fodéba Keïta et de Diallo Telli. Ils ont été les premières victimes d'un système qu'ils ont beaucoup contribué à fabriquer. Sans Fodéba Keïta, il n'y aurait pas eu le PDG tel qu'il est. C'est Fodéba Keïta. C'est Fodéba Keïta qui a organisé le PDG. C'était un dramaturge de talent. C'était un organisateur de talent. Moi, une petite anecdote, j'adore les anecdotes. Quand j'étais collégien à Zérékoré en 1962, pour la première fois, Houphouët-Boigny a effectué une visite officielle en Guinée. La première et dernière fois d'ailleurs. À l'époque, il ne prenait pas l'avion, il prenait que le bateau ou la voiture. Et la cérémonie avait déjà commencé devant le camp militaire de Zérékoré. Secteur est venu avec sa délégation, et puis il a pris la voiture pour aller chercher Houphouët-Boigny à la frontière. Nous, les collégiens, on s'entraînait à défiler pour cette cérémonie-là. Fodéba Keïta qui passait dans sa voiture nous a vu en train de défiler, il s'est arrêté. Il a dit, mais les enfants, c'est pas comme ça qu'on défile. Il nous a fait défiler 10-15 minutes, on a défilé parfaitement. Je me souviendrai toujours de ça. Il est un organisateur de talent. Et il a été l'une des premières victimes. Telliou a beaucoup contribué sur le plan international à asseoir la renommée de ses couturiers. Il a été aussi l'une des victimes. Il y a ça, la naïveté, l'opportunisme, beaucoup de nos intellectuels aussi. Ou alors la lâcheté. Je m'étais pour sauver ma pauvre vie. Et voilà. C'est comme ça que les intellectuels guinéens se sont comportés depuis ces couturiers. Ils continuent. C'est la même chose aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est aggravé, puisque la Guinée est en train de fonctionner aujourd'hui comme qu'elle fonctionne au temps du PDG. C'est exactement la même chose. Les mobilisations de masse, les discours démagogiques, les applaudissements, la mamaya dans les quartiers, etc. etc. Et ça, c'est un gros problème. Et il faut que les intellectuels guinéens se remettent en question. Il faut qu'ils s'autocritiquent. C'est le moment où jamais. Il faut qu'ils prennent leur responsabilité en Guinée. Il faut qu'ils jouent leur rôle en Guinée. C'est parce qu'ils ne jouent pas le rôle qu'on n'a que des dictatures. C'est tout le problème. C'est parce que les intellectuels ont démissionné, ils ont offert large boulevard aux opportunistes, aux aventuriers, aux fétichistes. Tout le monde, ces gens-là, c'est parce que les intellectuels se sont mis de côté que ces gens-là arrivent au pouvoir si facilement et qu'ils font ce qu'ils veulent. Au Sénégal, j'en aurais fini, que ce soit les universitaires, que ce soit les militaires, qui sont eux-mêmes d'ailleurs des intellectuels au Sénégal, heureusement, que ce soit les religieux, ils sont là, ils veillent au grain. Dès que le pays commence à dériver, ils sortent du bois. Ils disent non, pas ça. C'est ce qui fait que le pays ne va pas droit dans le mur. Alors que chez nous, il n'y a personne pour dire non, arrêtons là. Il n'y a personne. Le premier qui arrive, il applaudit. Il faut arrêter ça. C'est du suicide, c'est suicide collectif. On a une longue liste de personnes qui voudraient vous poser des questions. On va réduire les questions à une et on va se passer des commentaires. J'ai Ba Amadou qui voudrait poser une question. Ba Amadou. Ensuite, j'ai Ba Karim qui se prépare après. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ba Amadouri. Je suis en dernier cycle d'ingénieur réseau et cybersécurité. Vous remarquerez que je n'ai pas l'habitude de parler devant le public. D'où je prends un petit peu ma marque. Et du coup, aujourd'hui, j'étais venu avec plein de questions, surtout de ma génération à moi, parce que j'ai que 25 ans, même si mes cheveux me trahissent. On le dira fort. Et du coup, moi, mes questions, j'en avais plusieurs, mais en vous écoutant, je crois que beaucoup de ces questions se sont un petit peu réduites. Et du coup, là, la question aujourd'hui, qui me préoccupe aujourd'hui, beaucoup, comme vous l'avez dit, si nous ne faisons rien et que notre pays va disparaître, est-ce qu'un événement du type 22 novembre 70 s'impose-t-il pas? Ou devons-nous pas réfléchir? Déjà, je sais que mes propos vont choquer, je devais déjà commencer par ça. Ou devons-nous pas réfléchir aujourd'hui à une autre forme de lutte, voire même comment déjà dégager déjà ceux qui sont là, parce qu'aujourd'hui, personne ne va expliquer à personne que si aujourd'hui tu es opposant en Guinée, soit tu disparais, soit on te retrouve dans un fossé. Devons-nous pas réfléchir à une action de réciprocité ou quelque part comme ça? Je vous remercie. Merci. C'est vrai que les peuples n'ont pas toujours le choix des armes. Ils n'ont pas toujours le choix des armes. Il y a un moment donné où les armes s'imposent d'elles-mêmes. Si les armes politiques et morales ne fonctionnent pas, il faut songer à autre chose. Même les Mandela ont pensé à ça.
Ils n'ont pas toujours dit que la paix, il ne faut pas être naïf. À un moment donné, si quelqu'un te cogne 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, tu finis par rendre le coup. Donc, vous voulez certainement parler d'une opposition armée, disons tout, parlons clairement, pourquoi pas absolument. Ça peut effectivement venir, si vraiment, ce n'est pas possible de changer les choses pacifiquement, il faut envisager autre chose. C'est évident. L'histoire doit continuer, on ne va pas rester là. Si ces gens-là respectent le minimum les règles établies, s'ils respectent la vie des autres, s'ils acceptent le minimum de débat, on pourra toujours trouver une solution dans la discussion, dans la paix. Sinon, il faut envisager autre chose, bien évidemment. Encore une fois, les peuples n'ont pas le choix des armes. Ce sont les circonstances qui décident. Voilà. J'ai M. Karimba. Merci. Monsieur Monenembo, vous êtes l'une des voix les plus lucides de notre époque. Vous avez dénoncé sans relâche les abus des pouvoirs successifs, les trahisons des élites et la faillite morale de nos dirigeants. Mais permettez-moi de vous poser une question qui me trouble profondément. Dans ce drame guinéen, pourquoi le peuple est-il souvent réduit au simple statut de victime? Car ce peuple, que l'on dit opprimé, est aussi conscient de sa souffrance, il connaît l'injustice qu'il vit au quotidien, il sait ce qu'est d'être abandonné par les services publics, racketté par l'administration, marginalisé dans son propre pays, et pourtant ce même peuple, dans sa grande majorité, semble avoir intégré l'injustice comme une fatalité, voire parfois la cautionner. Il applaudit des chefs au passé douteux, il banalise la corruption, il se retourne contre eux, souvent contre ceux, souvent les jeunes qui osent dire non dans la rue. Quand des voix s'élèvent, ils sont vite isolés, étouffés ou rejetés. Alors ma question est la suivante. Pourquoi n'osons-nous pas dire que le peuple est aussi a une part de responsabilité dans la perpétuation de ce système? Bien sûr qu'il y a la peur, la pauvreté, la fatigue, mais est-ce suffisant pour justifier le renoncement? Peut-on espérer un changement qui viendrait seulement d'en haut, sans un réveil en bas? Je ne nie pas la souffrance, je les partage, mais je crois que tant qu'on n'aura pas le courage de regarder notre propre complaisance, notre silence, notre passivité, nous tournerons en rond dans ce cercle tragique. Monsieur Monenembo, que nous dit votre regard d'écrivain et d'intellectuel engagé sur cette responsabilité collective que nous refusons souvent d'assumer? Et permettez-moi de terminer avec cette citation. Vous êtes la preuve éloquente que la jeunesse est un état d'esprit, mais pas une question d'âge. Merci encore une fois pour votre engagement. Je vous remercie. Alors, au risque de me répéter, moi je dirais qu'encore une fois, ce sont les élites qui sont responsables. Ce n'est pas le peuple à lui-même. Le peuple a besoin d'un peu de lumière. Il a besoin qu'on lui indique un peu le chemin. Il a besoin qu'on le stimule dans la réflexion. Il a besoin qu'on le mobilise. Il a besoin qu'on lui indique le chemin du combat. Ça, c'est le rôle des élites. Lorsque l'élite n'est pas là, le peuple subit. Le peuple a tendance à être passé. Qu'est-ce que le peuple? C'est les gens qui n'ont pas une grande conscience politique de manière générale, qui sont très peu alphabétisés, surtout dans un pays comme la Guinée. Nous sommes l'un des pays les moins alphabétisés du monde. Vous savez que la Guinée, l'UNESCO a publié il n'y a pas longtemps le tableau d'alphabétisation en Afrique. Nous sommes troisième par la queue. C'est-à-dire que nous ne dépassons que 2 pays africains en matière de taux d'alphabétisation. Nous avons 30% de taux d'alphabétisation, le Niger à 19% et le Soudan du Sud à 12%. Oui. Et voilà le problème. Et le pays le plus alphabétisé d'Afrique, vous savez c'est qui? C'est la Guinée équatoriale, 95,5%. Et c'est incroyable, c'est terrible. Quand j'ai vu ça, j'ai failli trembler. Bon, voyez, le peuple ne peut pas, comme il y a beaucoup de questions modernes auxquelles le peuple ne comprend pas grand-chose. La plupart du temps, nos parents, la majorité des Guinéens habitent les villages. Il n'y a pas de courant électrique, parfois il n'y a même pas de route. Il y a des villages là-bas, ils voient une voiture peut-être une fois par semaine ou je ne sais pas quoi. Il y a des questions modernes. Le monde moderne est un monde complexe. C'est un monde qui a été produit par les idées. C'est un monde qui a été produit par des intellectuels.
Ce sont les intellectuels qui ont produit le monde moderne. Ce sont des philosophes, des juristes et des ingénieurs qui ont fabriqué le monde moderne. Ce sont des gens donc, qui étaient à l'école. Et tant qu'il n'y a pas justement cette fraction-là, cette fraction éclairée de la société, qui joue son rôle, eh bien, le peuple, il est léthargique, il subit tout. Même la consommation, il subit. À plus forte raison, le reste. Il subit, il va subir. Les peuples ont tendance à se soumettre. C'est l'instruction qui permet à des êtres humains de se rebeller contre le pouvoir. C'est l'instruction qui permet. C'est la seule chose qui permet de se rebeller. Qui a fait la révolution en France? C'est le peuple après, bien sûr, mais c'est d'abord les philosophes. C'est les philosophes des Lumières, c'est les Voltaire, les Rousseau, les d'Alembert, les Diderot. Ce sont eux qui ont fait vraiment la Révolution française. Parce que ce sont eux qui ont produit des idées nouvelles, des idées énergisantes, si j'ose dire. Des idées qui ont stimulé la société, qui ont expliqué aux gens la condition injuste, intolérable dans laquelle ils végétaient. C'est cela qui a fait que le peuple s'est levé. Non pas, pour nous, on n'a pas cette classe-là encore. Il n'y a pas encore des gens qui stimulent le peuple, qui éclairent le peuple, qui indiquent au peuple la voie à suivre. Ce n'est pas le peuple, ce sont les élites, ce sont les intellectuels. Ce sont les intellectuels qui suggèrent, qui proposent le progrès, économique ou social. Et en Guinée, ce rôle-là n'est pas joué. Ce n'est pas le peuple, ce sont les intellectuels. Cette vermine d'intellectuels guinéens, je le répète. On va continuer la discussion. J'ai M. Alpha Omar Ba qui est écrivain et poète. Monsieur Ba, ce matin, je l'ai croisé en arrivant. Il a effectué le déplacement depuis la Normandie quand il a appris effectivement que vous serez là. Donc il mérite bien de poser sa question. Et Monsieur Ba, la parole est à vous. Après, il faut appeler un dialogue. Je ne sais pas qui a fait la liste. Il n'y a que débat. Hein. On n'est pas d'accord. Bon, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas être trop long. Comme il a dit M. Djiba Camara, je suis Ba Alpha Omar, un exilé politique guinéen résidant en France, auteur du livre Périple d'un jeune migrant, donc qui a été victime du régime précédent, le régime d'Alpha Condé. J'ai fait en même temps aussi la maison centrale de Conakry. Donc, ma question est de savoir, de l'indépendance à nos jours, M. Thierno Monenembo, est-ce qu'on peut parler d'espoir politique dans notre pays? Ça, c'est un. La deuxième question... Est-ce qu'on peut parler d'espoir? D'espoir politique, parce que je vois espoir politique, défi politique et espoir démocratique. Peut-on parler de l'espoir démocratique dans notre pays? Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que dans cette perspective d'espoir, y a-t-il d'autres solutions pour endiguer à ce phénomène de démocratie, à ce phénomène de dictature? Parce que pour moi, la démocratie, elle n'existe pas chez nous. Apparemment, la démocratie n'existe pas. C'est plutôt la démocrature ou la démocratie. Le pouvoir des démons, il faut le dire. Est-ce que vous pouvez me donner une réponse par rapport à cela? Bon, je ne veux pas être trop long. Merci. Alors, vous savez, ce qui permet au genre humain tout entier de vivre, parfois même de survivre, c'est l'espoir. On ne peut tout de même pas arracher l'espoir à un peuple, c'est impossible. Même les peuples qui sont au fond du gouffre sont animés ils sont animés d'un sentiment d'espoir. C'est indispensable, il faut espérer. Et si nous sommes là, c'est parce que nous espérons. Nous nous serions tous suicidés sinon. Ça, c'est pas seulement en Guinée, mais dans le monde entier. L'espoir est là, l'espoir démocratique est là. Et la démocratie, c'est la pente naturelle de l'évolution des sociétés modernes. Aucune ne l'ébutera. Je ne crois pas. C'est comme ça, parce qu'aucun peuple au monde ne revendique la dictature. Vous connaissez la cinglante réponse de Soyinka quand Chirac a dit que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Soyinka a dit, l'a-t-elle jamais été pour la dictature? Est-ce qu'on est mûr pour la dictature? Non, on n'est pas mûr pour la démocratie. Elle est tout le monde
tous les peuples du monde tendent vers la démocratie. Parce que chacun tend à se libérer des chaînes visibles ou invisibles qui l'attachent. Tout le monde dans le monde. Personne n'est là pour servir le maître. Chacun veut être libre, comme l'a dit et répété Rousseau, les hommes naissent libres et égaux. On est nés sans chaîne. C'est la société qui met les chaînes. L'homme est libre. Hein. Les dictatures, l'esclavage, le machin, les chaînes, c'est la société qui l'invente. Ce n'est pas la nature, ni le bon Dieu au cas où il existerait. L'homme est libre. Les hommes sont nés libres. On est né pour être libre. Donc la propension naturelle des peuples, c'est d'aller vers la démocratie. On ne peut pas enlever ça à un peuple, c'est impossible. Chacun espère un jour être beaucoup plus libre qu'il l'est aujourd'hui, beaucoup plus riche qu'il l'est aujourd'hui, etc. C'est la propension naturelle des êtres humains et des peuples. Donc on ne peut pas, l'espoir sera toujours là. Évidemment, l'histoire est lente. Hein. L'histoire, c'est sur des générations. Ce n'est pas un phénomène spontané, malheureusement. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, la Guinée sera démocratique. Mieux vaut maintenant que dans 1000 ans, mais elle le sera. Et surtout si nous continuons à lutter, si nous continuons à animer le débat, si nous continuons à organiser, si nous persévérons dans la lutte. La démocratie viendra forcément, pas seulement en Guinée, elle viendra dans le monde entier. Ça, c'est certain. Donc l'espoir est là, il faut entretenir justement l'espoir. Yes, et Djiba, il faut le noter que, c'est ça la question. Il faut noter, comme il a si bien dit, le peuple n'est pas responsable du tout. Le peuple a besoin des éclaireurs. Ouais. Le peuple a besoin des guides. Ça, c'est tous les peuples du monde. Des leaders. Ouais, c'est évident. Je vais vous montrer ça, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un point rouge. Okay. Un point rouge. Alors, vous avez oublié tout cet espace-là. C'est ce que vous avez vu. Donc, le peuple a besoin de a besoin d'un guide. Ce que je veux vous montrer, c'est ce que vous voyez. L'espace vide là, vous l'avez oublié, vous n'avez vu que c'est petit. Alors que c'est clair. Sur cette belle démonstration, on va prendre une dame cette fois-ci. J'ai le nom de Kadiatou. C'est vrai que dans cette lutte, on a aussi besoin d'entendre nos sœurs, nos mères, qu'on n'entend pas souvent, et pourtant qui subissent de plein fouet les affres de la dictature dans nos différentes sociétés. C'est elles qui subissent le plus lourd fardeau très souvent. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Alors moi, je commencerai d'abord par pour une parenthèse. Je pense qu'en Guinée, il faut qu'on essaie de réexpliquer Guinéen ce qu'un intellectuel. Parce que je pense qu'en Guinée, on confond tout. Parce que moi, je ne conçois pas quelqu'un qui se dit intellectuel et qui n'a pas d'esprit critique, qui n'a pas d'esprit, qui n'est pas curieux, qui ne critique pas. Alors moi, je me réserve d'appeler ces personnes des intellectuels. Voilà. Donc pour revenir à ma question, depuis l'indépendance de la Guinée en 1958, les Guinéens ont eu tant d'espoir déçus. Depuis les Vive la Révolution qu'on a connu, que moi j'ai connu, en passant par l'avènement du CNR et l'avènement de la démocratie en 1993, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Et ceux qui vivent dans ce pays, dans leur grande majorité, ont vu ces pouvoirs se succéder, aussi mauvais les uns que les autres. Et il faut reconnaître qu'il y a des Guinéens qui ont résisté, qui ont même laissé leur vie. Il y en a eu. Et aujourd'hui, je pense que les Guinéens sont là de résister. Ils en ont marre. Parce que nous avons, à la fin de chaque pouvoir, nous avons pensé avoir touché le fond. Et dès qu'un nouveau pouvoir y apparaît, on se rend compte qu'on est assez loin de l'abîme. Donc on n'a pas encore, il y a des choses qu'on n'a pas encore vécues. On n'a pas vécu le pire. Et vous, en tant qu'intellectuel, c'est la question que je vais vous poser. Par où devons-nous commencer pour redresser ce pays? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette impasse? J'entends bien qu'il faut résister. Mais si à chaque fois que les gens résistent, ils se retrouvent dans les situations qu'on connaît aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Sincèrement. Par où on commence? Là,
Vous posez une colle, c'est vrai. Par où commencer? Le problème est tellement grave que je ne sais pas trop par où commencer, mais il faut tout commencer par le B.A.B.A. Le B.A.B.A. de toute lutte politique, à mon avis, c'est la prise de conscience. C'est la conscientisation de la majorité des gens, du maximum de gens. Et c'est souvent ce qui manque en Guinée, notamment au niveau du peuple. Encore une fois, je parlais d'instruction et de conscience politique. Il faut créer la conscience politique. Parce que dans toute lutte, vous savez, la lutte a toujours est divisée en 3 séquences. Toute lutte au monde qui réussit. Vous avez la conscience, l'organisation, l'action. Ce sont ces 3-là qui vont ensemble. Et l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Il faut commencer par la conscience. Conscience, organisation, action. Il n'y aura pas d'action sans organisation. Il n'y aura jamais d'organisation sans la conscience. Je pense que c'est quelque chose c'est une séquence orientée. Il faut commencer par la conscience. La conscience, cette fois-ci, pas comme on la comprenait au temps du régime de Sékou Touré, parce que la lutte anticoloniale c'est terminée. Maintenant, c'est la lutte. La lutte, elle est interne. On est là pour la lutte pour la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Quelle est la situation réelle de la Guinée dans le rapport de force économique, dans le rapport de force sociale? Comment peut-on faire pour changer cela? Ce débat-là doit se faire d'abord et s'élargir au niveau des couches populaires les plus lointaines. À mon avis, si on a au moins 1000, 2000, 3000 personnes conscientes de ça, on peut maintenant passer à la force organisation et l'action viendra d'elle-même. Je pense que ça, la conscience, ce sera très, très, très difficile d'engager une lutte qui va aboutir. Et c'est pas un jeu de mots. Je ne suis pas là pour jouer aux petits théoriciens de base, mais vraiment la conscience est indispensable. Et à mon avis, que si jusqu'à présent, en Afrique, il y a un grand retard en matière de construction démocratique, comme d'ailleurs en matière de construction économique, c'est parce que la conscience n'est pas encore là. Les élites africaines de manière générale, les élites guinéennes, la pire de toutes, mais en général, c'est les élites africaines, hein, c'est le même problème un peu partout. En Guinée, c'est pire qu'ailleurs, mais dans les autres pays, c'est plus ou moins la même chose. Il faut que les intellectuels aillent vers leurs concitoyens et allument quelques petites étincelles dans leur tête. C'est indispensable. L'obscurantisme, ça donne ce que la Guinée est en train de vivre. Notre peuple est dans l'obscurantisme. Il ne faut pas se fermer les yeux. Le peuple, il est abandonné en Guinée. Il est seul. Il est tout seul. Oui. J'entends bien ça, mais si je prends l'exemple de quelqu'un comme moi, quand Sékou est mort, je devais avoir 14 ans. J'étais au collège. Alors, si vous vous rendez compte, donc tous ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, Sékou est mort, ça fait 41 ans. Bien sûr. Et donc, ceux qui ont 50 ans et un peu plus aujourd'hui n'ont connu que ça. Comment peut-on sortir de cette situation si on n'a pas avec nous un État volontaire, si on n'a pas avec nous des dirigeants qui veulent bien changer la chose? On fait comment? Je n'ai pas de manuel. Je sais en revanche que les luttes, bon, évidemment, vous direz que je suis en train de me débiner, mais il n'y a pas de manuel à la circonstance. Et qu'en fait, chaque peuple lutte selon le contexte interne, évidemment aussi le contexte international, parce que tout se tient aujourd'hui dans le monde. Mais à mon avis, le ras-le-bol général de la Guinée, qui est subi, qui est exprimé par certaines couches de notre jeunesse, parce que même il y a des gens qui expriment leur ras-le-bol dans les quartiers, à Kabeleng, les jeunes de l'Axe, ils expriment leur colère. Ils arrivent à sortir dans les rues, à exprimer leur colère en jetant des cailloux, etc. La lutte continue, elle ne s'est jamais tue en Guinée. Les Guinéens ont tous lutté, hein. Ils ont tous lutté dans des conditions particulièrement difficiles, beaucoup de morts, mais ils ont tous lutté. Nos jeunes luttent toujours, ils continuent. Et c'est comme ça qu'il faut continuer en l'organisant mieux, bien évidemment, en conscientisant encore mieux. Mais, encore une fois, je pense franchement que tant que nos élites seront ce qu'elles sont aujourd'hui, il sera très, très, très difficile d'avancer. Encore une fois, le rôle des élites est essentiel dans l'évolution des sociétés, dans le monde d'aujourd'hui. Le monde moderne, encore une fois, c'est un monde, c'est l'école qui a fabriqué le monde moderne. C'est l'école. Et ce sont les gens sortis de l'école qui doivent un peu éclairer ceux qui n'ont pas eu accès à l'école pour que ça avance un peu.
Alors, il y a le député qui voudrait ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Est-ce que vous m'autorisez, en tant que militant, en tant que camarade, parce qu'on partage des expériences de militants, moi je vous dirais que j'ai appris une chose en militant avec Jean-Luc Mélenchon, avec mes autres camarades. La première idée, c'est que c'est un peu abstrait d'abord, mais vous allez voir, c'est concret quand même. Il me semble que les luttes qui gagnent, c'est des luttes qui se transforment en lutte pour la dignité. Moi, j'ai vu des syndicalistes mener des batailles. On en a perdu beaucoup. Quand elles ont gagné, c'est qu'elles avaient dépassé leur point de départ. Je veux dire qu'elles étaient devenues un enjeu où les gens se disaient « Si je rentre à la maison après avoir perdu, je ne pourrai pas regarder mes enfants. » Et ça ne se décide pas, ça ne se décrète pas, parce que notre humanité, notre dignité, elle est en jeu dans beaucoup de batailles. Mais il y a des moments où ça, on se dit « C'est pas possible que je rentre et que j'abandonne. » Ça, je pense que c'est un point très important. Et ça rejoint l'idée de la conscience, évidemment, et de la conscientisation. Mais la conscience, ça peut être juste que le monde ne tourne pas rond et qu'on voudrait le faire tourner plus rond. Mais je crois que la bascule, elle se fait quand on dit « Je perds toute valeur à mes propres yeux si je lâche. » Bon, et parfois, ça existe et ça se diffuse dans la population. Donc la deuxième question, quand on bascule, c'est évidemment la masse. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est la question de l'organisation. Je n'ai pas de leçon à donner parce que je vois bien que déjà vous êtes nombreux. La diaspora guinéenne en France, elle n'est pas si nombreuse que ça. Il y a déjà une bonne fraction dans cette salle. Donc, là, pour le coup, on utilise les moyens dont tout le monde dispose, plus ou moins facilement. Il y a beaucoup de téléphones, il y a beaucoup de réseaux, etc. Donc, je crois que dans ce domaine-là, vous êtes déjà engagé dans la bataille et vous fermez pas vous vous taisez pas, vous partagez avec tout le monde. Quand on est militant, on est la tête dure. On est celui vers lequel on se tourne vers lesquels les autres se tournent en disant « Toi qui es militant, toi qui nous chauffe les oreilles le dimanche, quand il y a un moment en famille, quand il y a la fête, c'est toujours toi qui fais la tête, c'est toujours toi qui as quelque chose à dire sur le président, sur Doumbouya. » Et donc, c'est notre boulot, c'est notre charge. On a décidé de s'investir, c'est notre croix. Parfois, c'est pas facile, hein, parce que on a toujours quelqu'un pour venir vers vous en disant tu veux pas t'occuper aussi de mes problèmes? Bah oui, on a choisi de faire ça. On a un avis sur tout et un jour, les gens qui, eux, n'avaient pas d'avis ou qui vous écoutaient parler, etc., se tournent vers vous en disant bon, toi qui parles tout le temps, toi qui nous casses les pieds tout le temps, comment je fais cette fois-là? Bon, bah, il ne faut pas se dérober. Ça, c'est la vie aussi qui nous offre qui nous amène ces situations, comme je l'ai dit. Voilà, Guinée, c'était pas mon sujet. La vie me l'a donné. Et je considère que c'est une chance. Et pour y répondre, ça c'est le dernier point sur l'organisation. Évidemment, Thierno Monenembo disait ça prend du temps. Et ça, il faut qu'on vive tous avec ce sentiment que peut-être demain, mais ce sera peut-être après-demain, et ce sera peut-être encore plus tard. Et évidemment, ça forge des personnalités différentes. Mais pour répondre à l'occasion, quand ça va se présenter, quand ça vient devant nous, il faut être préparé, il faut être formé. Et peut-être que c'est encore dans ce domaine-là que vous pourriez progresser, peut-être travailler. Et c'est ce que disait finalement Thierno Monenembo en parlant de l'éducation. Parce que je ne vais pas oser dire que je ne suis pas d'accord avec lui à propos du fait que c'est la responsabilité entière des élites intellectuelles. Je ne connais pas la Guinée, je ne vais pas donner mon sentiment là-dessus. Mais il est clair que, à mes yeux, il est possible, quand on n'a pas soi-même forcément fait d'études, quand on n'est pas... Il est quand même possible de trouver dans le peuple, même le plus éloigné des décisions politiques, à mon avis, il est possible de trouver dans ce peuple relégué, bafoué, des étincelles
la possibilité de valoriser ce qu'il sait de sa propre expérience dans le développement économique, dans l'agriculture, etc. Je vais vous donner un exemple, et après j'aurais largement parlé. J'ai eu la chance de rencontrer Blandine Sankara, au Burkina Faso, qui est la plus jeune sœur de Thomas Sankara. Et j'étais dans une délégation, j'étais pas parlementaire à l'époque, et donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai eu la chance de visiter le lieu d'expérimentation, d'agriculture qu'elle a fait vivre et qu'elle a créé à proximité de Ouaga, dans la branche banlieue de Ouaga. Et elle nous avait raconté que cet endroit qu'elle avait réussi à exploiter avec avec pas mal de jeunes du coin, les agriculteurs d'abord lui avaient dit: cette terre-là, elle est pourrie. Vous ne pourrez rien en faire. Elle a été lavée, essorée, lessivée, vous ne pourrez rien en faire. Elle a cherché. Et finalement, par des méthodes à la fois traditionnelles et un peu plus recherchées, plus élaborées, ils ont réussi à en faire un endroit assez merveilleux et à produire des fruits. Et ils ont lancé tout un mouvement où maintenant ils arrivent à faire vivre et à essayer de donner des méthodes, je dirais même exemplaires, bio. Aujourd'hui en France, on cherche des gens qui savent faire de l'agriculture comme ça. Et puis ils ont réussi aussi à aller voir les organisateurs du FESPACO, puisqu'il y a le fameux festival de Ouagadougou, et ils ont mis le pied dans la porte parce que, et là on rejoint les grandes questions plus générales de l'anticolonialisme ou du néocolonialisme, parce que le festival était approvisionné en boissons exclusivement par un brasseur français que vous connaissez bien et dont le nom ne vient plus. Et ils n'avaient pas le droit, eux, de vendre leur jus de fruits. Ils font des fruits magnifiques, mais ils n'avaient pas le droit de vendre leur jus de fruits. Et la mobilisation a eu lieu parce que les gens se sont dit: mais c'est pas possible. On produit le meilleur, dans les meilleures conditions. C'est chez nous. Ils viennent pour parler du cinéma ouest-africain, de nos vies. Et on n'est même pas foutu de leur vendre nos jus de fruits. Et la mobilisation s'est organisée. Là, il y avait le condensé de ce qui fait quelque chose qui marche, je crois. La dignité. Mais quand même, ça se passe chez nous. Ils viennent pour parler de nous, sur nous, avec nous, et on n'est même pas... Donc, la dignité, l'organisation, la masse, le fait qu'il y avait du savoir-faire, etc., etc. Je ne sais pas si... Évidemment, il n'y a pas de manuel, c'était dit tout à l'heure, et je serais bien prétentieux si je vous disais que j'apporte des réponses. Mais c'est plutôt en tant que camarade, en se disant, moi, j'ai appris des choses là, je me suis dit, ça, c'est fondamental. Elle a touché quelque chose, et ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils n'ont pas changé la vie politique entière, malheureusement, je dirais, du Burkina Faso. Mais ils ont montré, et ils ont continué à avancer, et ils ont fait tache d'huile. Bon, il faut espérer que la tâche se répande le plus vite possible et y parvenir. Mais en tout cas, il ne faut pas désespérer. Et parlant de manuel, je crois que tu le traites, Ibrahim, dans ton ouvrage de l'indignation à l'action, qui a été dédicacé récemment. Moi, j'ai eu l'occasion de le parcourir et je vous inviterai tous à lire ce livre. C'est vraiment un manuel d'apprentissage sur l'engagement. Il traite du triptyque prise de conscience, organisation et l'action, effectivement. C'est ça. Et il y a des expériences concrètes qui sont illustrées dans l'ouvrage, avec la lutte qui a été menée par le FNDC, qui est quand même un modèle de lutte dans la sous-région. En 2019, les manifestations du FNDC, moi je n'ai pas, bon je suis peut-être le plus jeune d'entre vous, mais je n'ai pas connaissance dans l'histoire politique de notre pays de manifestations d'une telle ampleur qui a réuni, qui a uni les Guinéens, qui a su les fédérer vraiment autour d'une question. Donc il faut qu'on arrive à trouver ce point de chute là, ce truc qui va vraiment intéresser tout le monde. Et je pense qu'il faut aussi trouver les discours appropriés. Parce que très souvent, les élites, je ne m'exclus pas dedans, on a un discours qui n'est pas accessible
aux pauvres populations guinéennes. La préoccupation, moi, de ma grand-mère ou de mon père, quand il se réveille le matin, c'est pas d'aller parler à la radio ou d'avoir une liberté d'expression, forcément. Même si cette liberté peut l'apporter quelque chose dans la vie. Mais sa préoccupation, ça va être de la vie chère, par exemple. Et donc, je crois qu'il faut trouver ce pont, cette liaison entre nous et la population finalement. Je voudrais rajouter juste, dans le contexte guinéen avec la conscientisation, d'abord il y a une situation qui m'inquiète en Guinée. Et cette situation, c'est la répétition de l'histoire. La répétition de l'histoire. Je me suis interrogé particulièrement face à cette situation quand Dadis Camara, qui était le chef de la junte en 2008, quand il m'a trouvé en prison. Quand je l'ai vu, j'ai vu que là où, dans sa cellule, j'ai vu sa cellule, où il n'avait même pas d'intimité et partageait ça avec 3 autres personnes. Et à côté, j'ai vu un président de l'Assemblée nationale guinéenne, un ancien premier ministre guinéen, un ministre de la Défense et 2 à 3 autres ministres. J'ai vu ceci, j'ai vu leurs cellules. Ça a frappé ma conscience. Ce n'est pas le présent qui a frappé ma conscience, c'est l'avenir, en fait. Parce que j'ai réfléchi pendant toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne me suis pas intéressé pourquoi ils sont là, les crimes et autres, non. J'ai dit, mais quand je regarde un peu l'histoire politique de la Guinée, quand Sékou Touré est décédé, toute sa famille politique et biologique, c'est en prison. D'autres ont été assassinés. Donc on considère des présumés bourreaux sont devenus des victimes. Le cycle est parti pendant 24 ans. Quand Conté est décédé, sa famille politique et biologique, certains se sont retrouvés en prison, d'autres ont pris la voie de l'exil. Donc ensuite, on voit également la parenthèse d'Alpha Condé. Je ne vous apprends pas avec la répression systématique qu'il y a eu. Lui aussi, qui était victime hier, parce qu'il a lutté pendant plus de 40 ans. Il a été victime, il a été emprisonné pendant le deuxième régime. Mais après, il nous a emprisonnés. Au cours de son régime, beaucoup de personnes ont perdu la vue. Une centaine. Maintenant, ceux-ci prennent le pouvoir aussi. Doumbouya. La même chose. La famille politique d'Alpha Condé se retrouve en prison, en majorité. Là, je me suis posé la question, à quand s'arrête ce cycle? Parce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question dans cette salle, demain, si Doumbouya quitte, sa place sera où? Alors, donc, mais à quand s'arrête ce cycle-là? À quand ça va s'arrêter? Ça m'inquiète particulièrement. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que pour tous ceux qui veulent aspirer gouverner aujourd'hui, quand vous voyez un ministre, un ancien ministre, dans le contexte guinéen, je ne parle pas dans des pays où l'état de droit est respecté, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en prison, qu'on considère aujourd'hui comme qu'on peut leur reprocher, quoi qu'on peut leur reprocher, ils n'ont pas droit à la justice. Ça, il faut le reconnaître. Ils n'ont pas droit à la justice. Quel que soit le crime que quelqu'un ait commis, il a droit à la justice. Il a droit d'être jugé. Ses droits doivent être respectés. Mais si on bafouille, le cycle va continuer. Donc, je vous renvoie à cette réflexion. À quand s'arrête ce cycle-là? Parce que vous avez tous dit tout à l'heure, après Doumbouya, c'est là. Maintenant, à quand ça va s'arrêter? On va continuer le débat. Merci. Mais cette fois-ci, vraiment, on va accélérer puisqu'on n'a plus assez de temps. Est-ce que M. Tamba est dans la salle?
qui nous viennent des États-Unis. Désolé, hein, il est venu exprès, il serait venu exprès, hein, je ne vais pas me prononcer dessus, pour la conférence. Et donc on va lui accorder une petite minute. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis très content de voir M. Monene Mbo devant moi pour la première fois. Je me rappelle quand j'étais au lycée, Sundiata Keita Kisudugou, je courais à la librairie pour lire ses romans. Et vous avez bercé mon enfance. C'est la première fois que je vous vois devant moi. Vraiment, je suis content. Bon, je suis Tamba Yaraduno, je vis aux États-Unis plus de 25 ans. J'enseigne économie à l'université Wayne State University. Je suis venu pour débarquement en Normandie. Voilà, donc je suis venu pour assister à ça. Voilà. L'impression que j'avais de plages de Normandie n'était pas l'impression que j'ai vue quand je suis venu. Je suis très content. À l'époque, je soutenais l'idée que les plages de Normandie doivent être listées sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant, je me suis dit, quand j'ai vu les plages de Normandie, je me suis dit que les plages de Normandie valent mieux que l'UNESCO elle-même, quoi. Quand j'ai vu le monde, ça vaut, et voilà, ça vaut plus que, ça serait un titre diminutif quand ils sont classés au titre de l'UNESCO, quoi. Donc ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, j'ai deux petites questions à vous poser. Le milieu d'amis auxquels j'appartiens disent que it is very difficult to decipher M. Thierno Monene Mbo de son ethnie. C'est-à-dire, il est très difficile de le séparer de son ethnie, de ses critiques. Voilà. Il a critiqué tous les pouvoirs en Guinée. Voilà. Depuis l'indépendance, il critique. Maintenant, ils disent que peut-être que c'est à cause de son ethnie, ou bien c'est les pouvoirs. J'ai dit non, mais les pouvoirs en Guinée, ça donne de la révolte. Ça fait révolter. Voilà. Donc, c'est cette question que j'ai à vous poser. C'est-à-dire, comment séparer ça. On a eu une petite démocratie, même s'il était bancale, la démocratie de M. Alpha Condé, l'un des pouvoirs les plus pires d'ailleurs que la Guinée ait connu. Voilà. Vous avez continué à critiquer. Voilà. Est-ce que vous aurez critiqué, peut-être si un Diallo était un Alpha Condé? Là, c'est ma première question. Voilà. Le roi de Kayel, est-ce qu'il a lu? Voilà, ça c'est ma première question. Ok, ma deuxième question est que, est-ce qu'il y a de l'espoir? Par exemple, moi je vis en Occident. Donald Trump, il ne parle même pas des juntes militaires en Afrique de l'Ouest. Because he's saying, ok, on a eu des civils au pouvoir. Voilà, c'était des civils qui étaient très très faibles. So, maybe democracy is not for them. C'est pas pour eux la démocratie. Donc, il vaut mieux qu'on laisse les militaires continuer à les diriger. Voilà. Donc maintenant, la deuxième question est de savoir où est l'espoir dans ça. Si les militaires là, dans le cadre général en Afrique de l'Ouest abandonnent le pouvoir, est-ce que si les civils reviennent, on ne va pas retomber encore dans le même truc, quoi. Donc je vous remercie du temps et des petites questions. Alors, la première question, est-ce que si un Diallo vient au pouvoir, je le critiquerai, ou un Ba ou un So, je vais vous dire tout simplement une petite discussion que j'ai eu un jour avec Selou qui est un ami, qui est un même beau-frère, parce que c'est marié une cousine en moi. Mais je lui ai dit un jour, tu sais, je t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives au pouvoir. Le jour où tu arriveras au pouvoir, je serai le premier à te bombarder. Je lui ai dit, je n'aime pas les gens du pouvoir, même quand c'est des amis. J'ai eu des amis au pouvoir en Afrique, mais je dirais même plein, qui étaient de grands amis que j'ai connus à Biallo. Fomar Konaré était un grand ami, on s'est connus longtemps avant qu'il ne soit président. Je l'ai critiqué énormément, je n'ai jamais été le voir quand il était président. Quand il a quitté la présidence, j'ai été le saluer. J'ai dit, il dit salopard, c'est maintenant que tu viens avec toutes les difficultés que j'ai eues, etc. etc. Non, mais je suis allergique au pouvoir. Moi, le pouvoir est mauvais par nature. Je le disais tout à l'heure, tout homme arrivé au pouvoir, c'est un fauve en puissance. Et j'adore les opposants. Moi, je suis un opposant permanent, éternel. Voilà. Et ça, c'est pas du tout pour... vous savez, en Guinée, on a tendance à tout ethnifier, tout est ethnique, parce que le débat politique est de bas niveau. Ici, il suffit de le relever un tout petit peu, ça irait. En fait, d'abord, il y a une chose que vous devez bien comprendre. Il n'y a pas d'ethnie en Guinée, en vérité, en réalité. Les origines ethniques lointaines sont différentes, mais en fait, le brassage est tel qu'il n'y a pas d'ethnie.
Parce que moi, je connais, j'ai grandi dans toutes les régions de Guinée. Hein. Je suis né à Poré-Dakar, j'ai grandi à Kankan, à Zérékoré, à Kindi, à Conakry. Mais c'est les mêmes gens. On est brassés depuis très très longtemps. Et en plus, aujourd'hui, les deux ethnies qu'on est en train d'opposer, les plus brassés d'Afrique de l'Ouest, c'est les Peuls et les Malinké. La moitié de ceux qui disent Peuls, c'est des Malinké. La moitié de ceux qui disent Malinké, c'est des Peuls. Non, je ne mens pas. C'est la même ethnie, en fait. C'est la même ethnie, la même religion. En plus, ils ont toujours tout fait ensemble, parce que les Peuls sont au cœur de l'histoire du Mali. Ils étaient à Kirina, ils étaient à Kourkanfouga, les Peuls. Et les Malinké sont membres fondateurs du Fouta Diallo. Le Fouta Diallo a été créé par 8 marabouts Peuls et un marabout Malinké, Fodé Hadj Kaba. Toute la région du Fouta Diallo, elle est jusqu'au port de Kouroussa. Toute cette région-là était peuplée de Malinké, mais c'était le Fouta Diallo, parce que le Fouta Diallo n'a pas été créé pour les Peuls, ni pour les Malinké, ni pour les Kichi, ni pour les Tom. Il a été créé pour les musulmans. On oublie souvent parce qu'il y a une lecture coloniale de notre propre histoire qu'on n'arrive pas à comprendre. J'ai essayé d'expliquer ça plusieurs fois, on ne m'a pas écouté. Il y a déjà ça. La première question, c'était... Ça, c'est la deuxième question. Les jeunes en Afrique. Les jeunes. Les jeunes avec Donald Trump. Oui, je pense que, oui, pour l'instant, il y a un cycle... Parce que les militaires reviennent, aujourd'hui c'est la saison, un peu partout au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée. Mais c'est pas, non, c'est un cycle qui sera rompu tôt ou tard, dans pas longtemps. Les forces nouvelles sont en gestation en Afrique. Les jeunes sont en gestation, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes modernes sont en train de naître. Les jeunes nés au cœur même de la modernité, l'informatique dès l'enfance, ils sont en train d'arriver. Et ces jeunes, attention, les jeunes en Afrique sont l'extrême majorité. Aujourd'hui, 60% des Africains ont moins de 30 ans. 60% des Africains ont moins de 30 ans. C'est ceux-là qui vont faire l'histoire africaine moderne. Et c'est des gens qui ont le même âge qu'Internet. Vous avez compris, ils ont le même âge d'Internet. Ils ne viennent pas de la tradition. Ils sont du 21e siècle. Ou du 20e siècle, ou de la fin du 20e siècle. Donc ces gens-là changeront, parce que le monde change. Le monde change et l'Afrique ne peut pas rester sans changer. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Il y a un mouvement général du monde. L'Afrique ne peut pas être exclue de ce mouvement général. On se rend compte d'ailleurs que même si elle est encore pauvre, l'Afrique elle-même s'enrichit malgré tout. L'Afrique progresse énormément au point de vue de la santé, au point de vue de l'alimentation, au point de vue etc. Parce que le monde entier progresse lui-même. Donc, encore une fois, j'ai répété ce que je disais tout à l'heure, la pente naturelle de l'histoire, c'est vers la démocratie. Donc forcément, on n'est pas condamné à vivre sous des régimes militaires. Ça va changer quand, je ne le sais pas, je ne suis pas le bon Dieu, mais ça va changer. Mais j'aimerais revenir très rapidement sur ce que je disais tout à l'heure, Ibrahima, ce patinage historique que l'on observe en Guinée, c'est tout le temps la même chose qui recommence, et en même temps, nous avons l'idiotie dans ces pays-là de nous jeter mutuellement en prison. C'est ça qui est terrible, c'est ceux qui sont au pouvoir jettent les autres, dès qu'ils sortent, ils mettent les autres au pouvoir, en prison, etc., ça ne change pas. En même temps, il y a autre chose, encore une fois, c'est le déficit total de l'État guinéen, c'est les conditions de détention des anciens dignitaires du régime. Et j'ai même fait un papier là-dessus, une chronique là-dessus. Nous sommes les seuls au monde à traiter les anciens présidents, les anciens ministres comme des délinquants de droit commun. Nous sommes les seuls, partout dans le monde, au Sénégal. Il y a une prison, il y a un carré spécial pour les VIP, c'est-à-dire pour les anciens présidents, les anciens ministres. Ils ont des conditions de détention supérieures à celles des autres. C'est pour l'image de l'État. L'image même de l'État. Quelqu'un qui a représenté l'État ne doit pas être traité comme un voyou. Qu'il a été ancien président ou ancien ministre, il doit être respecté minimum. Là, on respecte l'État lui-même. Ce n'est pas sa personne. C'est l'État qui doit être. On ne doit pas mettre Dadis Camara dans une cellule de machin. C'est un ancien président de la République. Même s'il était Poutchit. Il a été président de la Guinée. Il mérite un minimum de confort. Un exemple simple, et j'en aurais fini. J'ai eu 12 amis maliens qui ont été arrêtés, qui ont fait 6 mois de prison au Mali. Il n'y a pas longtemps, ils sont sortis il y a peut-être 4-5 mois ou 6 mois. Un d'entre eux m'a téléphoné, il dit, mais tu sais, on était dans des conditions telles, tout ce qui nous gênait, c'est qu'on ne pouvait pas sortir, marcher. Ils étaient dans des villas, ils avaient un truc pour faire le sport, leurs femmes leur amenaient à manger, ils avaient de quoi, il y avait les livres, il y avait toutes les conditions étaient réunies. C'était tous des anciens ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ils ont été traités correctement, sous Assimi Goïta.
En Guinée, ils sont à l'article de la mort. Ouais. L'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de la Défense nationale, ils sont traités de la même manière que ceux qui ont volé des poules ou des mangues. Ça, c'est pas pour vous dire que l'État n'existe pas. Il ne se respecte même pas lui-même. Parce que l'État doit respecter ceux qui l'ont représenté à un moment donné de l'histoire. Même s'ils sont condamnés, ils doivent être respectés. Ils doivent être détenus dans des conditions minimum de décence. Voilà. Merci beaucoup, doyen. On n'a plus suffisamment de temps. Il y a des messages importants à faire passer. Et on va passer la parole au coordinateur de l'antenne FNDC France qui va vous délivrer ces messages-là. Mais je profite de votre présence massive ici pour vous informer, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, que le recensement biométrique des Guinéens établis en France a commencé depuis mercredi 3 juin et se poursuivra jusqu'au 19. Les recensements ont lieu ici à la salle AGK. Donc nous invitons tous nos compatriotes vivant ici en France à vraiment aller se faire enrôler parce que le combat que nous menons, la finalité de toutes les façons sera de voter les élections et la finalité sera de redonner le pouvoir au peuple. Et le pouvoir là, pour l'avoir, il faut déjà avoir le droit de vote. Soirée, on va te laisser t'adresser aux gens. Merci à tout le monde d'être venu. Et ça n'a pas été facile parce que c'est un dimanche. On ne pensait pas avoir beaucoup de monde. Mais finalement, vous avez répondu à l'appel comme tous les jours. Donc je profite de l'occasion pour non seulement vous remercier, mais aussi vous rappeler des dates importantes. Par exemple, le 15 de ce mois, nous organisons une grande manifestation à la place de la République. Comme d'habitude, nous lançons un appel à tous les Guinéens, tous les ressortissants guinéens se trouvant en France, en Belgique, partout en Europe, de venir participer à cette manifestation et ensuite informer les autres. Parce que quand on est informé, on était sur le débat tout à l'heure, il faut élargir l'information. Si l'information n'est pas élargie, on ne pourra pas faire de la mobilisation. Donc nous comptons sur vous comme d'habitude et je vous remercie. Avant de clôturer, il va prendre 2 intervenants pour clôturer parce qu'on vient d'apprendre que la salle était réservée jusqu'à 13h. Malheureusement, c'était 14h, mais là, c'est 13h. On devait utiliser la sono. Arrivé ici, on nous dit qu'on ne peut pas utiliser la sono. Donc, tous ces dysfonctionnements-là, nous prendrons des dispositions pour les prochaines rencontres. Et nous vous remercions. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas intervenir. Il y aura des dessus. Franchement, nous vous présentons toutes nos excuses. Et nous comptons sur vous pour la grande mobilisation. Parce que plus on est mobilisé, plus nous montrons au public, au gouvernement guinéen, à la junte militaire qu'on est déterminé à continuer le combat, à se battre. Je dis à se battre, vraiment à les défier sur tous les plans. Raison pour laquelle nous vous invitons le 15 et nous comptons sur vous pour la forte mobilisation. Je vous remercie. Le débat va se poursuivre ce soir sur le plateau de TV5 Monde à 22h30 pour ceux qui sont en France. Donc voilà, il répondra à beaucoup de vos préoccupations. Et surtout, je vous invite, franchement, aujourd'hui, la lutte, elle se fait aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on ait effectivement des pages officielles où on publie régulièrement sur la page FNDC, par exemple, des enquêtes sur des scandales de corruption qui se passent dans notre pays, sans qu'il y ait vraiment des Guinéens qui diffusent l'information. C'est extrêmement important. Les gens ne sont pas informés. Le seul média en Guinée aujourd'hui, c'est la RTG. Matin, midi, soir, nos parents boivent et mangent de la propagande. Donc, pour qu'il y ait un contre-pouvoir, il faut effectivement votre apport, et cet apport-là passe par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont aujourd'hui plus puissants que les médias traditionnels. Donc c'est important vraiment de relayer cette lutte et de la continuer sur les réseaux sociaux. Et pour la manifestation du 15, il y a mon camarade qui va passer là, on lance une cagnotte pour une solidarité, vraiment pour soutenir la lutte que nous menons ici. C'est des bénévoles qui s'impliquent tous les jours. Et c'est important effectivement que chacun de nous joue sa partition.
Je vais prendre Amadou, oui. Et après, on va clôturer. J'avais 2 questions, mais je vais aller très rapidement. On poursuivra le débat derrière après. Je disais que j'avais 2 questions, mais je vais aller très rapidement. C'est sur la culture de la sanctification en Guinée. Avec votre regard d'opposant. La culture de la sanctification. J'avais 2 questions, mais je vais poser celle-là parce qu'elle me paraît plus pertinente. Je voulais savoir, en fait, avec vos regards d'opposant éternel, si je puis le dire, comment faire pour se départir de cette culture de sanctification qui gangrène aujourd'hui l'administration guinéenne, parce qu'on voit beaucoup certaines personnes magnifier le président de la République, et quand on est habitué à ce genre d'éloges, on a du mal à tout simplement lâcher le pouvoir. Donc je voulais avoir votre regard là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de questions, donc je vais me réserver pour la 2e question. Merci Ahmad. On va aller très rapidement et puis on va clôturer. Alors, cette sanctification du pouvoir, elle est plus ou moins générale en Afrique, mais je pense qu'elle a été particulièrement forte en Guinée au temps de Sékou Touré. Sékou Touré et Mobutu sont les 2 qui sont plus sanctifiés en Guinée. C'est un travail de très long terme. Il faudra beaucoup de temps pour l'effacer complètement, puisque en Guinée, on a habitué aux gens à applaudir, à chanter le dirigeant et à l'applaudir. Regardez, le mécanisme se reproduit tout seul. Mamadou Doumbia est venu, regardez ce qui est en train de passer dans les quartiers, dans les rues. On chante le président comme avant, on chantait le responsable suprême de la révolution. Maintenant, c'est le général Mamadou Doumbia. Mettez demain et Margouya, ce sera pareil. Ils vont chanter de la même manière. Donc il y a un réflexe, un conditionnement psychologique, idéologique qui a été fait pendant des années en Guinée, qui ne sera pas facile à lever comme ça du jour au lendemain. Et pourtant, il faudra que ça se fasse, non seulement par des moyens, disons, artificiels, mais aussi, évidemment, ça se fera par des moyens naturels aussi, puisqu'il y a quand même un changement de génération qui est en train de se faire. Les jeunes sont là. Je ne vois pas les jeunes d'aujourd'hui aller sortir dans les rues et applaudir un chef. Je ne vois pas. Ce n'est pas leur mentalité. Ça va changer quand même, il me semble bien. Pas aussi vite que le voudrait, mais ça va quand même changer. Parce que malheureusement, en Guinée, c'est très enraciné. Ça n'existe pas au Sénégal. Ça n'existe même en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Il y a qu'en Guinée, la Guinée et les Zaïre de Mobutu aussi a beaucoup fait ça. C'est ça le problème. Mais avant, c'est tellement ancré dans la tête des gens, le chef, qu'il faut du temps pour la lever. Et là aussi, il faudra conscientiser. Merci beaucoup, doyen. Merci à tout le monde.